Et bienvenue à tous dans cette 27e émission en direct sur notre page Amix Réflexion. Et comme d'habitude, et je le répète, tous nos lives sont archivés sur notre chaîne YouTube. Si Blaise y pense et ne les supprime pas avant de les uploader, comme on dit. Et non, voilà, parce que certains nous demandent souvent, ouais, j'ai entendu parler d'un live avec Sébastien Tortelli, Jacques Vimon, ou même encore Stéphane Dassé, Mathis Boiramé, les superstars de l'élite français. Donc voilà, si vous aimez le motocross, si vous aimez les pilotes, si vous aimez les personnes de l'industrie, vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube ou sur notre site mxreflexion.com, comme d'habitude. Et avec moi aujourd'hui en téléconférence, depuis son studio ultra bien rangé à Paris, il nous revient du concert de Beyoncé. Alors là, j'espère que vous n'allez pas le louper là-dessus. On est allé il y a quelques semaines voir le concert de The Offspring sur un festival et il est passé de The Offspring à Beyoncé. Comment ça va, Blaise? Et comment as-tu apprécié ce fameux concert? Ça va très très bien. Moi qui croyais que tu allais parler de l'épreuve de Gimon, ben non, tu parles du concert de Beyoncé. Oui, j'ai dû accompagner, bien sûr, j'ai fait, ma bonne action de l'année, donc ça c'est bon, c'est fait. Toujours très content de vous retrouver, toujours très content de te retrouver Nico, de retrouver encore un invité de marque. Donc on va parler encore motocross, encore supercross, encore MXGP, SXUS, MXUS. On va voir, on va balayer le champ du motocross de fond en comble avec notre invité de marque. Il me tarde de lui poser des questions, mais je te laisse le présenter Nico, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde du motocross qui ne le connaissent pas. Ouais, tout à fait, invité de marque pour nous. Moi, qui était super fan, j'ai commencé la moto en 2000. Justement, 2000, c'est l'année où notre fameux invité a failli terrasser le grand Jérémy Magraff. Il a failli aussi, en 2002, terrasser Crick Carmichael. Rien que ça. Beaucoup de victoires au Supercross de Bercy, Stade de France en cumulé. Je pense qu'il a 258 victoires sur ces deux épreuves. Vainqueur du MXDN. En 2001, première victoire de l'équipe de France sur cette compétition. C'est la légende, le Cobra, David Vuillemin. Comment ça va, David? Ça va très bien et vous? Très bien, en forme. Bon, nickel. Hein. Un peu tôt ici, enfin pas super tôt, mais. Quelle heure? Content d'être avec vous. 9h, c'est ça? Ouais, 9h30. 9h30. Ouais, 9h34 précisément, le 934, le numéro légendaire de David. C'est pas une coïncidence, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est bon. On s'est bien calé, quoi. C'est dur de se caler quand on n'est pas sur le même continent, hein, quand on fait des lives. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. On tient d'ailleurs à te remercier. C'est vraiment cool de ta part de nous accorder du temps. Et on sait qu'en logistique, c'est pas forcément évident parce qu'on utilise ce vieux logiciel Skype que personne n'utilise de nos jours. Mais bon, on y arrive et ça fait plaisir de t'avoir. Et ma première question, c'était comment ça se passe les entraînements avec Dylan en ce moment? Bah, tout va bien. Il y a eu un week-end off, là, donc on a pu un peu plus s'entraîner par rapport à l'entraînement entre deux courses, parce que c'est avec les voyages et tout ça, c'est un peu compliqué. Il faut récupérer, il faut s'entraîner, il faut retourner à la course d'après. Donc, si vous voulez, entre deux courses, il y a vraiment que 3 jours d'entraînement. Donc, un jour d'entraînement physique, 2 jours moto. Et donc là, on vient de sortir d'un week-end off. Donc, la première semaine, on a tiré sur... on lui a rentré un peu plus dedans parce qu'il n'avait pas à être frais le week-end. Donc, on a fait plus de physique, plus de moto en volume. Et là, on a fait le dernier entraînement hier, donc mercredi. Il a roulé 2 fois cette semaine et aujourd'hui, repos. Et puis, lui, il aime bien partir tôt sur les courses et avoir vendredi tranquille là-bas, quoi, voir le terrain, etc. Et donc voilà, il part aujourd'hui et on s'est bien préparé ces 2 dernières semaines. Ouais, vous êtes en Californie, hein, pour ceux qui le savent pas, donc forcément les voyages c'est peut-être un peu plus compliqué quand on fait pour le championnat motocross par rapport à ceux qui sont en Floride. Toi c'est quelque chose, je pense, tu y tiens quand même, non, à ce qu'ils soient en Californie puisque le team est basé là, peut-être pour le testing c'est plus simple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le problème c'est la Floride c'est bien pour s'entraîner, les circuits sont mieux dans le sens où la terre est plus sablonneuse. Il y a des spots d'entraînement qui sont sympas. Si tu as un peu des potes, tu peux aller rouler sur des spots assez sympas, comme le Sandbox, là, c'est l'ancien Zenith, c'est pas mal. Mais tout ça a un coût quand même. Je veux dire, Dylan est basé en Californie. Il ne gagne pas des 100 et des 1000, comme un mec comme Roxanne ou les top 4,5, qui ont le budget pour
pour avoir deux trucs, quoi. Un en Californie pour la préparation, le testing de Supercross et puis le premier mois et demi. Et puis après, d'aller en Floride après, il y a la Floride, il y a la Caroline du Nord, c'est tout sur la côte Est. Mais ça a un coût, la logistique, mécano, il faut avoir un mécano en plus d'entraînement, il faut avoir une autre baraque, louer un autre truc. Et tout ça, c'est aux frais du pilote. C'est pas le team qui finance ce genre de choses. Le team, il te fait un chèque, mais après, tu te démerdes. Hein. C'est Ouais. où tu vois. Après, c'est toi qui gères ton argent un peu comme il faut. Je pense que financièrement, pour l'instant, et dans sa... Parce qu'il est en période de progression, il faut savoir que voilà, il est dans le top 3, top 3, top 5, top 3 du 2,5 aux US, que ce soit un SX ou un MX sur le papier. La progression, c'est d'aller être top 3 et gagner un 4,5. Donc, il est en période d'ascension, quoi. De transition, on va dire. Voilà, et pour progresser, je pense que pour progresser, c'est bien d'être en Californie parce que, bon, aux US, le championnat SX, c'est quand même le championnat ici, c'est basé sur le SX. Donc, la préparation, les terrains, le testing, il y a quand même pas mal de circuits, même s'ils sont pas aussi bien et aussi les conditions optimales comme en Floride. Tu vois les circuits en Floride, c'est des jeux vidéo, quoi. Donc, mais est-ce que c'est bien de rouler sur des circuits qui sont super faciles avec de l'adhérence, avec refait tous les jours? Je pense que non. Dans un sens, il vaut mieux s'entraîner sur des merdes, quoi. Justement, Dylan est sorti il n'y a pas si longtemps que ça d'une saison de mondial et d'un entraînement basé plutôt en Belgique. Est-ce que tu penses que ça l'aide à rester en Californie et non pas aller en Floride s'entraîner sur des terrains un peu sablonneux? Ici, quand même, les terrains de cross, ils ramènent beaucoup de sable, ils labourent. C'est un peu des champs à patates. Les circuits ici, c'est un peu tous les mêmes. Hein. Si tu regardes bien, tu prends Red Bull, tu prends Millville, tu prends Butts Creek. Les circuits se ressemblent, tu vois, parce qu'ils mettent, ils ramènent du sable, ils ramènent des copeaux, ils font des vagues, ils essayent tous de ressembler à Red Bull ou à Millville, si tu veux, tous les terrains. Et donc, si tu veux, ça devient générique. C'est vrai que en Californie, pour s'entraîner dans ces conditions-là, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je veux dire, les circuits comme ça, c'est facile à rouler parce que y a de l'adhérence, les traces sont faites. C'est plus quand les conditions sont bonnes, il y a plus de plaisir, il y a plus de tout ça. Moi, je pars plus dans le sens où l'entraînement, il faut en chier. Il faut en chier. Il faut savoir que tu en chies déjà pour prendre conscience que tu t'entraînes et que tu t'entraînes dur et tout ça. Donc ça, ta confiance automatiquement monte. Et après, quand tu roules sur des circuits pourris, un peu plus secs, un peu avec des trous cassants, où il y a moins ça pardonne moins, tu apprends à faire de la moto. Et j'avais posté un truc, je pense que vaut mieux rouler sur des circuits béton, poussière, cailloux, que de rouler, s'entraîner à Red Bull. Je veux dire, tu t'entraînes à Red Bull, ouais, c'est cool, tu mets à fond, tu prends les extérieurs, mais tu ne travailles pas ta technique, tu ne travailles pas le contrôle de l'accélérateur, la recharge d'adhérence. Je reste quand même dans le sens où la Californie, il y a moins de plaisir pour rouler, que ce soit un SX ou un MX. Mais si tu roules sur des terrains un peu tard, en fin de journée, quand c'est pourri, sec, cassant, je pense que tu progresses et tu apprends à faire de la moto, quoi. Et à ton avis, pourquoi ça a changé comme ça? Parce que dans les années 90, 2000, c'était pas comme ça. On voyait Carmichael quand il s'est entraîné chez lui. Alors c'était certes en Floride, mais les pistes c'était souvent béton, complètement défoncé. Toi, je pense qu'en Californie, c'était un petit peu la même chose. J'ai l'impression que ça a changé, surtout quand Aldon Baker a mis en place son complexe ou que Villopoto a monté aussi sa structure chez lui. C'était des pistes refaites tous les jours. C'est bizarre quand même pour des pilotes professionnels d'aller dans ce sens-là. C'est bizarre, mais c'est l'évolution du truc. Parce que maintenant, d'avoir des terrains, c'est devenu un business.
Ouais, c'est des Avant, entreprises, c'était c'est géré par des entreprises Voilà. aux États-Unis, c'est ça? Voilà. Tu prends où roule Roxane, Cianciarulo. Moi, j'étais l'année dernière avec Craig. C'est The Nest, là-bas, c'est ça? Ouais, Là où ils maintenant, sont. ça s'appelle le Moto Sandbox. Ça a changé, ça a D'accord. été racheté par un mec. D'accord. Mais ça, c'est quelqu'un qui rachète et qui fait de l'argent avec. Donc, tu es obligé de donner un produit top pour que les mecs viennent. Donc, un mec comme Cianciarulo, si tu veux, et j'en parlais quand j'étais avec Craig et je me suis accroché avec lui un jour là, qui nous les cassait un peu. C'est un mec qui paye $40,000 par an pour rouler. D'accord? Il donne $40,000 à ce mec pour avoir le hangar, le karcher, les terrains deux terrains de SX, terrain de outdoor, c'est arrosé, c'est refait, etc. Donc ça, c'est un business. Le mec qui fait ce business, il faut que ça soit tout top, que l'herbe soit tondue, il faut que tu vois, les emplacements de pick-up ils soient bien, il faut qu'il n'y ait pas de poussière, machin. Donc là, lui, il donne un produit il faut que ça soit top pour que les mecs craquent. D'accord? Donc on arrive un jour, pour la petite histoire, on était avec Craig l'année dernière. Et moi, je déteste ces circuits tout refait tous les jours à arroser aux petits oignons, que tu mets gaz, ou que tu atterrisses ou que tu accélères, ça marche. Donc, tu freines trop de l'avant ou pas assez, eh ben, tu perds pas l'avant. Tu accélères trop tôt ou trop tard, eh ben, ça marche quand même, adhérence maximale. Moi, j'aime pas, c'est parce qu'il n'y a aucune recherche technique. Et un jour, le circuit, il était, allez, au lieu d'être à 100% nickel, il était à 98%. Et l'autre, il râlait. Oh, je paye tant, machin, il faut que ça soit top. Je dis, mais oh, les gars, il faudrait un peu revenir sur Terre, là. Dire, quand vous arrivez sur les terrains à l'Est, quand il y a des ornières de partout, les mecs, ils savent plus faire de moto. Parce que tu vois des mecs à Atlanta, à Saint-Louis, à machin, les mecs, ils sont comme ça, ils savent plus, ils savent plus où ils sont parce qu'ils s'entraînent sur des circuits, ben, c'est le top, quoi. Moi, j'étais à un moment donné, même chez Yam, tu vois. Avec Dylan cet hiver, chez Yam, tous les dimanches, en fait, tous les week-ends, tu as le mec qui vient et qui refait la piste et qui refait un peu les virages, les ornières. Au bout de 2-3 semaines, je suis allé voir les mecs de chez Yam et je dis, les gars, oubliez là, c'est fini là, arrêtez de refaire le circuit. Le lundi, tu arrives, on ne peut pas travailler là. Laissez les hoops pourraves, laissez les virages avec des ornières sèches. Et on s'en fout s'ils perdent 2 secondes au tour. Après, on le sait. On sait que le circuit, il est moins bien. Mais au moins, les mecs, ils travaillent, quoi. Ils arrivent, le lundi matin, c'est top, c'est arrosé, il n'y a pas d'ornière, et ça scrub et tout. J'ai dit, mais on ne travaille pas, là. Ouais, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, arrêtez de refaire le circuit. Putain, ça me saoule. Justement, par rapport à ça, je me posais la point. question. Je me posais la question, moi, cet hiver. Je voyais qu'à la fin des courses sur des finales 4-50, les terrains étaient vraiment défoncés. On voyait que tout le monde avait des difficultés dans les hoops. Et de l'autre côté, nous, quand on regarde les vidéos, alors on n'y est pas, hein, mais quand on voit les vidéos d'entraînement sur les circuits Yam, KT, Honda, on voit que les circuits sont refaits à chaque fois nickel, qui sont arrosés. Et justement, je me posais cette question, comment font ces pilotes-là pour être performants quand c'est défoncé, alors qu'ils s'entraînent tout le temps sur des terrains nickel? Et ben, peut-être que tu as la réponse, peut-être que c'est pour ça qu'ils ne sont pas si performants que ça dans les hoops en fin de journée, ou enfin en fin de soirée plutôt. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu penses que les gars comme Thomas s'entraînent quand c'est défoncé? On le voit bien, la différence de niveau entre quand le championnat est à l'ouest où les circuits se défoncent moins parce que bon, la terre, la base est quand même plus dure, donc ça se défonce moins. Mais quand tu vas à l'est, des fois tu vois des mecs qui savent quand même faire de la moto, on dirait qu'ils sont en ligue, quoi, que c'est des ligards, parce que ils n'ont pas cette pratique sur des terrains pourris. Tu vois, aujourd'hui, le MX, il faut que ça soit RC, il faut que ça soit arrosé, il faut que ça soit top, il faut que ça soit refait, il faut que les hoops, machin. Et il n'y a pas je vois pas, moi, des circuits où c'est pourrave, c'est béton, poussière, et les mecs, ils roulent, quoi. Je veux dire, et ça, après, tu perds la technique parce que il faut que le pilote de cross, il ait un challenge tous les jours, tu vois. Ouais, il faut, oui, de temps en temps, c'est bien de rouler sur des circuits. Tu vois, par exemple, je vais prendre l'Europe comme exemple. Les mecs, ils vont en Italie rouler, ils vont à Dorno. Tu vois, Dorno, tout le monde est bon là-bas. Tu arrives là-bas, tout le monde est bon. Tu vois. Mais tu les mets à la Phare, les Oliviers, chez moi là.
en août, là, quand le circuit il n'a pas été refait de 3 mois et qu'il fait 35 degrés dehors, déjà, il n'y a personne qui roule. Et deux, si tu les vois rouler, les mecs, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils faisaient quoi avant aujourd'hui là? C'est leur premier jour de moto. Avant, ils faisaient de la natation et aujourd'hui, ils se sont mis au cross. Il y a la plage à côté, c'est pour ça. Ils savent plus rouler. Donc, ouais, moi, je suis quand même très old school dans la préparation et dans ma vision du truc. Et pour revenir Californie, Floride, la Floride, même, tu prends Club MX en Caroline du Nord ou du Sud, là, ça, c'est pareil, c'est des business. C'est des business. Donc, pour attirer les mecs pour venir s'entraîner, il faut que le produit soit top. Et pour que le produit soit top, il faut que les circuits soient top. Mais ça va à l'encontre de la progression du pilote pro, en fait. Oui, voilà, pour le pilote pro, c'est pas adapté. Après, pour le pilote amateur, c'est vrai que ça permet peut-être de progresser plus rapidement parce qu'il a plus envie de faire la moto, il en fait plus souvent, il a plus de possibilités que chez nous où c'est ouvert un dimanche sur 4. Et du coup, c'est vrai que le fait que ça soit comme ça aux US, ça permet peut-être au niveau amateur d'être plus performant que chez nous au niveau amateur, quoi. Voilà, mais il faut bien dissocier les deux. Exactement, il y a c'est le boulot, il y a les mecs qui achètent des motos pour se faire plaisir. Il y a des mecs qui font de la moto pour gagner leur croûte et c'est leur boulot, quoi. Et tu peux pas comparer les deux. Les deux. Moi, j'adore quand tu vois, quand on va avec Dylan sur des terrains pourris et que les mecs à midi 1h tout le monde se barre et que nous à 2-3 heures on y est encore et que il reste 3 motos sur la piste et que c'est sec et c'est pourri et que Dylan il continue à grinder comme un fou et faire encore des bons temps en fin de journée, c'est là que tu bosses. Là, quand tu arrives à 10h ou à 9h du matin quand ça ouvre, c'est arrosé nickel, les mecs font extérieur à bloc, allez, ça scrub et tout. Ah, c'est beau, hein, c'est top. Hein. Mais bon, il n'y a pas de recherche il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de recherche technique, voilà. Ouais, donc, c'est bon on va dire, c'est bon pour le moral pour eux, comme tu dis, ils ont la vitesse, ils la gardent dans les extérieurs et tout ça. Et je voulais rebondir moi un petit peu, David, sur le fait que tu disais, voilà, toi, tu es un peu old school, sur le fait que tu travailles encore techniquement avec tes pilotes. Je pense que ça doit t'arriver encore de mettre des cônes ou des pneus au milieu de la piste à Dylan, non? Bah, avec Craig, je faisais ça, mais avec Dylan, non, parce que moins besoin. C'est pas moins besoin. Je pense que Dylan a encore besoin de travailler la technique et on le travaille tous les jours. Ça, c'est clair et net. Moi, je pars du principe que la base du cross, c'est de rouler, techniquement bien, c'est la priorité. Donc, savoir passer un virage, ou s'asseoir, ou accélérer, etc. Et ça, même pour les pros, même pour Tomac, il y a des endroits où il pourrait progresser là-dessus. Et il faut tout le temps garder cette vision de technique et de rouler comme il faut. Dès que tu roules comme il faut, que tu es debout, que tu tires sur le guidon, que tu ouvres tes entrées de virage, que tu te laisses aller, je veux dire, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Après, la vitesse, déjà, elle vient toute seule. La vitesse, elle vient toute seule. Et après, tu fais ta recherche de vitesse. Mais si tu fais la recherche de vitesse avant de travailler la technique, eh ben c'est comme ça que tu crées des bourrins. Voilà. Et nous, surtout aux US, on a quand même on est dans une génération de bourrins. Il faut le dire. Tu vois. Ouais. Il n'y a plus de Bailey, de Johnson, de Le Chine, tout ça. Parce que, les motos, c'était des merdes. 2, les circuits, c'était des grosses merdes. Ça arrosait pas et tout. Non, mais il faut le dire. Et maintenant, on a des motos super puissantes, des circuits plus, je parle à MX, plus RC, moins de poussière et tout. Prenez des vidéos de Red Bull des années 90. Le circuit, c'est la phare des Oliviers. C'est béton, poussière et tout. Ils ont amené 3000 camions de sable. Et maintenant, c'est un terrain de sable Red Bull. Et c'est arrosé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à Red Bull? Il faut un peu fermer les yeux et mettre à fond et prendre les extérieurs. Tu vois. Donc, on fait des générations de bourrins. Et oui, ça fonctionne parce que le meilleur bourrin sera champion. Mais pour l'instant, il n'y a pas un mec un peu Marvin quand même. Toi, tu penses qu'on peut mettre quand même un technicien au milieu et qu'il leur fasse très très mal. Voilà, je veux dire, tu ne peux pas battre Tomac en faisant du Tomac.
c'est pas possible. Oui, parce que sur ce Oui, niveau-là, parce que c'est le meilleur c'est le meilleur Voilà. des bourrins, quoi. Voilà. Tu peux pas battre Barcelone en jouant comme Barcelone. C'est pas possible parce que ils ont masterisé. Comment on dit en français, je sais pas. C'est les meilleurs dans ce style de Ils jeu. ont sublimé, on va dire. Ils ont sublimé le truc, quoi. Voilà, il faut trouver des trucs. Si tu veux battre un Ricky Carmichael qui roulait comme un malade, il avait de la corne dans les mains de folie, il faisait 3 fois 40 tous les jours. Tu peux pas battre Carmichael en faisant ce qu'il fait parce que c'est le meilleur dans ce domaine-là. Donc il faut trouver des solutions techniques. Et je pense qu'on le voit avec Marvin qui arrive à quand même se battre avec Tomac et tout en ayant un style de style de pilotage et philosophie vachement différente. Et ça, je pense que c'est intéressant. Et ça sera toujours plus facile de gagner en étant un pilote technique, en faisant ce qu'il faut faire, etc., que d'être un bourrin. Et ça, je reste sur ma position. Ouais, du coup, C'est pareil, au niveau de la mise au point, excuse-moi Blaise, je te coupe un peu, mais au niveau de la mise au point des motos, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui te révolte, c'est que les pilotes américains, donc on va les appeler les bourrins, pour le coup, ça les définit bien, ils vont rouler avec le même pneu à Nîmes 1 qu'à Southwick. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu trouves normal? Même Dylan, Pourquoi il roule. Pourquoi ils font ça? Parce que, un, il n'y a pas d'option. Deux, c'est les mecs qui testent, ils aiment ça. Tout le monde roule avec ça. Et comme tout le monde roule avec ça et que Tomac, Roxen, Marvin, les tops devant, Osborne, ils roulent avec ça, les autres derrière, les petits moutons, ils disent de toute façon, si eux ils roulent avec ça, il faut rouler avec ça. Donc, tu vois. Et là aussi, ça c'est un autre sujet qui me tient à cœur dans le sens où ça me gave. Ça me gave. Comment tu peux, si tu fais tout comme Carmichael, mais que tu n'es pas aussi bon que lui, comment tu peux le battre? C'est pas possible. Il faut avoir. il faut se différencier. Toi, t'es pour la différenciation, en fait. C'est travailler ses points forts. Il faut travailler dans ses points faibles et travailler la mise au point de la moto comme il faut faire, quoi. Je veux dire, à Southwick, on a changé les trucs pour les suspensions. Les autres teams, ils ont rien changé. Tu prends les 3 mecs de chez Star Racing, ils roulent avec fourche amortisseur, le même sitting devant, le même sitting derrière, tout pareil. Les 3 coéquipiers de Dylan. Il n'y a que Dylan qui roule avec un truc complètement différent à la carte, c'est-à-dire comme il veut lui. On a passé 3 semaines ou 4 semaines à tester et Dylan, il était frustré. Il y a des fois où il y a des jours, j'ai vu Dylan en fin de journée, mais il était anéanti parce qu'il ne trouvait pas le truc. Et moi, j'étais là pour lui dire, le testing, il faut être patient, ça va venir. On essaye tout, on essaie les directions. Si ça ne va pas, on revient. On a toujours une base. On garde une base qui est potable et on travaille par rapport à ça. Et on revient à cette base si on perd un peu les pédales. Et on fait ça et c'est comme ça que tu avances. Les autres, ils sont plus, mets-moi ce qu'il a, mets-moi ses pneus, mets-moi son amortisseur, de toute façon, ça marche, boum. Et tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Ouais, ils se concentrent les autres sur autre chose plutôt que sur le testing. Ils travaillent, ils font des manches, voilà. La moto, il la change pas. Dans un sens, c'est bien d'avoir des mecs comme ça parce que bon, ils te cassent pas les couilles, si tu veux, par rapport à la moto, ils disent pas la moto, ça va pas. Mais il faut quand même faire il y a de la recherche technique sur la moto qui est importante. Suivant les circuits, suivant l'adhérence, il faut quand même mettre au point. Je dis pas qu'il faut changer les settings d'amortisseur à toutes les courses, mais il y a des réglages qu'il faut faire, que ce soit en moteur, en suspension, par rapport au challenge du circuit tous les week-ends, quoi. Et du coup, toi, tu interviens à ce niveau-là avec Dylan ou en fait, toi, tu interviens au niveau, on va dire, technique, ça, c'est sûr. Niveau physique, est-ce que tu fais du physique avec lui ou est-ce que tu lui donnes des choses à faire? Comment ça se passe, en fait, vos journées? De toute façon, avec Dylan, je fais tout. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire, est-ce que tu fais le physique avec lui, par exemple, fils spirituel, quoi. Quand vous allez faire du vélo, par exemple? Le physique, je fais un programme. Le seul truc que je fais pas avec lui, c'est le vélo. Donc, le vélo, il met sa montre avec tout ce qui est maintenant les applications Polar, les trucs comme les machins, les GPS et tout. Donc je sais vite voir s'il s'arrête à voir sa copine, quoi.
On va vite voir s'il tire au flanc, quoi, tu vois. Donc, c'est dur tu peux pas tirer au flanc, là. Tu es obligé d'y aller. Donc, là, avec les applications, la montre et tout, quand je lui dis de faire 90 bornes, il fait 90 bornes à 32 de moyenne, il le fait. Après, je fais la salle, évidemment. Je fais tout ce qui est intervalle training à pied, tout ça, je le fais avec lui. Je suis là. Quand on fait des exercices de footing, tout ça, je suis en vélo. Après, tout ce qui est moto, donc travail technique, physique, tout ça sur la moto, je suis avec lui. Et tout ce qui est testing, je suis là. Je veux dire, cette année, je lui ai dit, écoute, c'est fini là. L'année dernière, tu t'es fait chier toute l'année. Là, on va repartir à zéro. Donc, on est reparti à zéro. Il a roulé avec des suspensions d'origine au début, d'entrée. Tu vois. Et pour refaire des bases. Ouais. Voilà. Pas dire, je roule avec les suspensions. C'est ce qu'il a fait l'année dernière. Il a roulé avec les suspensions des autres et ça allait pas. Et il s'est fait chier tout l'été. Donc, cette année, je lui ai dit, écoute, Dylan, maintenant, c'est comme ça. Et ça va que le team, les mecs du team, je les connais depuis plus de 15 ans, quoi. Ils sont là depuis longtemps, tu vois. Ouais. Donc, le genre de team manager, Brad. Il y a Willan maintenant qui va être manager l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais la base du team, le propriétaire qui est jamais là, mais qui est sur les courses, je dealais déjà avec lui quand Gauthier était venu avec Star Racing il y a 7-8 ans. C'est un mec qui avait un team YAM privé quand moi j'étais pilote d'usine. Donc les mecs, je les connais depuis un moment. Donc c'est bien, ils ont confiance, ils nous laissent faire, on fait ce qu'on veut. Suspension, moi je prends le tournevis, le T17, je change ce que je veux sur la moto à Dylan, si tu veux. J'ai pas demandé ce qu'on peut mettre. Donc on a un peu carte blanche là-dessus, et ça c'est bien parce qu'on essaye, on essaye plein de trucs. Et Dylan, sincèrement, à part à Red Bull et la fourche, il s'est fait un peu chier avec, et ça l'est mis en deuxième. Mais à part là, en suspension, il a jamais. Il a dit c'est bon, la moto, c'est nickel. Donc, ça, c'est jamais. Ouais. D'accord. Ouais, on a, juste pour revenir un peu sur le live, on a Olivier Nittard qui nous regarde, on lui fait un petit coucou et il approuve à 100% ce que tu dis, puisqu'il avait un petit peu dit les mêmes choses quand on l'avait reçu en tant qu'invité sur les circuits, sur la préparation physique et technique. On a aussi eu la parole à Bobby Lapointe qui nous dit qu'en fait, toi, Divi, tu déplores un peu l'uniformisation du motocross. C'est bien ça? Oui, dans le sens où, je veux dire, c'est pas comme le MX, le SX, c'est pas comme le 100 mètres aux Jeux Olympiques ou la natation où il faut avoir vraiment un corps d'un style, tu vois. Ouais, il y a vraiment un truc précis à avoir. Et... La génétique est importante, si tu veux. La génétique en cross, elle n'est pas importante parce que bon, tu as des Windham qui roulaient bien, des Lechin, des Bélé qui étaient grands, fins. Après, tu as Stewart qui était plus petit. Carmichael, quand il est arrivé chez Pro, il était petit, il était trapu. Donc, il n'y a pas vraiment de. La génétique, elle peut être très différente dans les pilotes. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin. Et tu peux gagner en étant bourrin, tu peux gagner en étant fin pilote. Entraîneurs aujourd'hui, ils ont 4-5 pilotes, ils font la même chose tout le temps. Tu vois, on les voit à l'entraînement et les 3-4 pilotes, ils font 2 manches, ils font les 2 manches pareil. Mais ils n'ont pas besoin de la même chose, les mecs. Il y en a un qui va avoir besoin de travailler sa technique, les passages de virage. Il y a d'autres pilotes il faut qu'ils travaillent la vitesse pure, les intervalles. Il y en a d'autres qui doivent travailler leur physique. Oui, c'est vrai qu'on le voit clairement dans la Bikers Factory, pour ne pas les citer, mais tu as un gars comme Marvin qui s'entraîne avec Osborne et Anderson, c'est 3 pilotages complètement différents, quoi. Voilà, et puis en physique, hors moto, ils n'ont pas les mêmes besoins. Je veux dire, tu vois un mec comme Thomas, c'est une baraque,
et tu prends Marvin à côté, tu peux pas les entraîner pareil. Imagine s'ils étaient chez KTUS avec Baker. Comment tu fais pour entraîner Marvin et Tomac en même temps, que ce soit en moto ou en physique? Et c'est deux mecs complètement différents. C'est pas possible. Il faut que ça soit, il faut faire des trucs à la carte. Tu vois, Marvin, il faut qu'il prenne de la masse, il faut qu'il prenne 10-15 kilos. S'il veut tenir 30 courses, il faut qu'il roule un peu, qu'il continue dans sa technique et qu'il devienne un peu un Tomac sur certains endroits, sur certains extérieurs à Red Bull ou un truc comme ça, et qui se lâche à un SX dans les hoops et tout ça. Tomac, après, il faut qu'il trouve de la finesse, tu vois, et le physique qu'il a. Donc, j'ai du mal avec de mettre tous les pilotes dans le même moule, mais c'est la facilité. Les mecs, on revient encore à ce qu'on disait en début d'émission avec les terrains, c'est un business, tu vois. Donc, les entraîneurs, il faut qu'ils gagnent de la caillasse, tu vois. Donc, Baker, il n'est pas là parce qu'il est gentil et qu'il aime bien Dylan Ferrandis et qu'il va se faire chier avec Dylan parce qu'il est bonnard et que c'est cool, quoi. C'est pas comme moi. Baker, il est là pour encaisser et manger. Donc, il prend des 100 et des 1000. Baker, c'est un mec qui gagne $500 000 par an. On peut dire les chiffres, je pense que c'est quoi? C'est $100 000 par pilote, et encore, quand il avait Guillaume Poteau, c'était encore plus. Déjà, avec Stewart, il avait signé 10 millions, non, 1 million, pas 10 millions, 1 million pour 3 ans. 1 million pour 3 ans. Stewart le payait quasiment 1 million pour pas que Baker entraîne Reed ou Carmichael à côté, c'était ça? Non, il le payait en fait sans bonus, 1 million sur 3 ans. Ça va être pas mal pour l'entraîneur. Voilà. Mais là, 100 000, t'es léger, 100 000 à mon avis. 100 000 avec Baker, t'es léger. Ça doit bien être plus que ça. Donc 3-4 pilotes, t'es vite à 500. Il doit avoir des bonus. Il doit prendre entre 5 et 10% de leur bonus ou un truc comme ça. Pour le coup, c'est vraiment un sacré business. Quand tu sais que Marvin, quand il gagne un SX, il prend 100 000, tu vois, donc, ou 70, 80 000, tu vois, un truc comme ça, par KT. L'autre, il se prend entre 8 et 10 000 par course s'il prend 10%, tu vois. Donc, c'est bon, hein, et ça, c'est du business. Donc, pour avoir du business, quand tu as 5-6 pilotes, tu ne peux pas faire de la carte, si tu veux. Il faut qu'il y ait un menu. Il faut prendre le menu, le menu unique. Tu ne peux pas faire à la carte. Très bien imagé, ça. Voilà, mais tu n'as pas le temps. Et puis, tu as 2 yeux seulement. Tu n'en as pas 10. Tu vois, donc, tu regardes un mec là, obligatoirement, si tu as 4 mecs qui roulent ensemble, au mieux, ton mec, il va avoir 25% de ton attention. Alors que moi, je dis qu'un entraîneur, c'est 100% un pilote. Il faut qu'il soit là tout le temps. C'est babysitter, père, policier et entraîneur. Quoi. Je veux dire, c'est un peu ça, si tu veux. On deal avec des minots jeunes qui ont un peu de l'argent, avec des distractions de folie, qui habitent aux US. Donc, il faut quand même les serrer, les mecs, et mettre des règles. Et tu peux pas faire ça avec plus de pilotes. Tu peux si tu fais pas super bien ton boulot, mais que tu vas encaisser de la grosse monnaie. Est-ce que t'as pas peur, toi, justement, de t'occuper d'un seul pilote, mais que ça soit un peu qui tout double, c'est-à-dire que ce pilote-là, au bout d'un moment, il faut que tu t'entendes très très bien avec lui, au risque que ça parte au clash très très rapidement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Peut-être qu'à la Baker Factory, ils ont un lien qui est beaucoup moins fort que toi avec Dylan, et du coup ça leur permet de travailler un peu plus sur le long terme, peut-être. Ouais, mais c'est pas le but. Moi, genre mon but, mon objectif, c'est pas d'être d'entraîneur de pilote. En fait, c'est bien, c'est intéressant quand tu as un mec comme Dylan qui suit à 100%, qui est à l'écoute et qui est demandeur, d'accord. Et moi, que tu me demandes de t'entraîner, c'est comme ça, c'est marche ou crève, quoi. C'est où tu le fais à 100% ou tu le fais pas. Hein. Avec Craig, l'année dernière, j'avais que la partie moto, donc j'influençais pas. Il avait un entraîneur physique. Et j'influençais que sur sa moto. Donc j'étais avec lui, allez,
4 demi-journées par semaine, tu peux pas influer sur un pilote comme ça. Parce qu'il faut que tu aies quand même la main sur un peu tout. Savoir ce qu'il bouffe, savoir ce qu'il fait, lui dire qu'il ne faut pas faire de jet ski et d'aller faire la fête les week-ends off. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Ouais, des erreurs, en plus, toi, tu les as vues. Soit toi, tu les as commises, soit tu as vu des gens les commettre parce que ça fait longtemps que tu es là-bas. J'en ai commises, mais des milliers. Donc, c'est ça. De toute façon, comme il dit Oscar Wilde, l'expérience, c'est le nom qu'on donne à ces erreurs. Donc, l'expérience, quand tu gagnes, tu n'apprends rien, quoi. Tu n'apprends rien parce que c'est facile. Mais c'est quand tu perds que tu apprends. Enfin, tu apprends dans la défaite tout le temps ou dans l'échec. Dans la victoire, si un mec il commence à te dire je gagne donc je sais, je dis c'est bon, va te coucher, quoi. C'est pas bon. Tu vas prendre un échec. Donc pourquoi t'as pas gagné surtout? Le savoir de comprendre pourquoi t'as gagné, c'est quand même plus difficile. Mais comprendre pourquoi t'as perdu, c'est beaucoup plus difficile et surtout ça te sert beaucoup plus. Et toi, justement, David, on sait que ton père t'entraînait aussi. Est-ce que tu t'inspires on va dire, de la délicatesse qu'il avait avec toi comment ça se passe? Mon père, de toute façon, c'est Hitler, si tu veux, et dans un sens où c'est marche ou crève, et ce qu'il a, lui, c'est un chrono, basta. Donc, lui, il va te dire, il va te pousser, il va te dire que t'es une merde, t'avances pas. Et tu vois, avec mon père, c'était clair. Disons, à la phare à l'époque, c'était une 59 sur l'ancien terrain ou 2 minutes autour. Mais que ce soit avec les conditions top, adhérence nickel, ou que ce soit béton le 14 juillet et sec, il fallait faire une 59. Donc, lui, il ne comprenait pas qu'à un moment donné, écoute, le circuit, il est pourri là. Oui, en novembre, il a été refait une fois dans l'année et c'était arrosé que je fasse une 59. Ok. Et c'est parce qu'il venait de la vitesse, non? Peut-être un peu, c'est la philosophie en vitesse. Non, rien à voir. Non, parce qu'en fait, je pense qu'il le savait. Il en avait conscience. Il n'est pas con, il est quand même intelligent. Mais c'était son truc pour le pousser. Je veux dire, en physique, il n'a jamais rien fait, moi. Il est venu 2 fois avec moi. J'avais un Dax à l'époque. Il se mettait devant moi avec le Dax et moi, j'étais en vélo derrière. Il est venu 3 fois. Tu vois, je faisais tout seul. La muscu, j'avais un pote, j'y allais avec un pote. Le vélo, j'étais tout le temps tout seul. Tu vois, donc, il me disait pas ce qu'il fallait faire, je le faisais moi. Lui, en fait, il était moto. Testing, réglage. Et, de toute façon, il te fera jamais faire de manche, mon père, ça c'est clair et net. Et lui, ce qu'il veut, c'est que tu fasses 150 chronos et qu'à chaque fois que tu roules, tu battes le record du tour. Voilà, c'est un peu ça son truc. Donc, il a vraiment... et c'est ça. D'accord. Mais après, où j'ai appris... Bon, c'est... ça a marché pour toi, quand même. Est-ce que c'est après la méthode... Ça marche jusqu'à un point. Ça marche jusqu'à un point, après, ça ne peut plus marcher. Pour arriver à un certain niveau, et il a montré avec... Bon, mon père, il a fait gagner le championnat de France à Alex Ruiz, tu vois, qui n'était pas super top. Et pour des mecs comme ça, ça fonctionne. Il a aidé évidemment Cédric, il a aidé Yanis, mais tu es arrivé pour un certain niveau. Et après, moi, ça a marché parce que bon, tu arrives au niveau ultime, tu vois. Mais ça a marché parce que moi, j'étais sérieux. Et je travaillais dans mon coin quand même et que j'avais conscience que j'avais arrêté l'école à 15 ans et que si j'y arrivais pas, je mourrais. Donc, c'était où je gagnais de la monnaie et sinon, j'étais mort. J'allais être smicard quelque part. Donc ça, j'ai pris conscience de ça assez tôt et je travaillais comme un con. Mais avec un mec qui travaille pas à côté de la moto, avec mon père, ça peut pas marcher. Ça va marcher parce qu'il faut quand même y mettre du sien. Il va te faire progresser en moto, mais il y a quand même les à côté qui... Ça dur. Voilà, ça dur. Et c'est pas mal, mais je trouve qu'il y a quand même des limites. Il y a quand même une limite dans son truc. Ah, justement, j'ai une question qui me vient par rapport à ça, parce que... Enfin, c'est pas par rapport à ça, je change un petit peu, mais toi, on te voit pas mal sur les réseaux sociaux.
Et justement, on a parlé avec d'autres entraîneurs comme Jacques Vimon, ou d'autres même, qui trouvaient que les réseaux sociaux pour les pilotes, ben, c'était un fléau, ça permettait de moins bien s'entraîner dans le sens où on faisait plus une vidéo Instagram plutôt que de s'entraîner. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi, toi qui es souvent sur les réseaux sociaux, que ça peut aider à trouver des sponsors, à avoir une... Je sais pas. Est-ce que tu penses que ça peut aider ou est-ce qu'au contraire tu penses que ça peut te ruiner une carrière en termes d'entraînement et en pensant plus aux réseaux sociaux qu'à autre chose? Non, enfin moi, je trouve que c'est un bon outil parce que c'est bien de véhiculer une bonne image. Quand tu vas avoir... on ne parle pas d'être top niveau. Après, si tu es second couteau, par exemple, et que tu te bats pour les deuxièmes motos des teams, là, ça devient important, si tu veux. Ouais. Le following que tu as, en fait, par rapport... Si tu as 2 pilotes, l'autre, il a 3 followers, et il a une tête en biais, il ressemble à rien, et que l'autre, il est beau gosse, il a des abdos, et que, tu vois, il a... Et c'est un peu pour ça que, par exemple, on prend Alex Ray là, avec... oui, qui avait un guidon officiel avec Yamaha. Mais c'est un peu pour ça. C'est un peu pour ça, parce qu'il a un gros following. Ils avaient d'autres options. Et ils ont pris le mec qui avait le plus de following sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est important. Après, écoute, quand tu es au top niveau, que tu as un Tomac, un Marvin, un Erlings, un Kiroli, tu n'as pas besoin. Ouais, là, c'est sûr. Quand tu fais ça, que tu gagnes, les mecs, tu n'as même pas besoin d'argent quand tu es un mec comme ça. Les mecs, ils t'appellent. Tu vois, tu as besoin d'un agent quand tu n'es pas bon, pas très bon, parce que tu es obligé de te vendre. Mais les mecs comme les autres, ils n'ont pas besoin de se vendre. Ils mettent du gaz, c'est les mecs qui t'appellent. Donc oui, après, tous les vlogs, les machins. Moi, je fais ça, je rigole. Moi, je prends la rigolade un peu. C'est un peu, tu vois, j'y suis. Je partage presque des fois un peu trop. Je donne mon avis un peu trop. Mais parce que ça connaît. Mais moi, c'est pas mon business. Moi, je suis vulgaire. Je dis des gros mots. Je suis cru dans mes trucs parce que j'ai pas besoin d'être politiquement correct. Je ne vends rien. Je ne veux pas vendre. Je ne veux pas me vendre. Je ne gagne pas ma vie en étant entraîneur avec Diane Ferrandis. Je gagne 50% de moins qu'avec Craig. Tu vois. Donc, je fais ça parce que ça me plaît, c'est cool. Il a besoin de quelqu'un, Dylan. C'est un minot sympa. Et puis, il fait à 100% ce que je lui dis et ça fonctionne. Tu vois. Donc, là, ça marche. Mais demain, il y a un Mongolien, tête en biais. David, personne ne nous écoute. Tu peux y aller. Tu peux être toi-même. Mais si demain, il y a un Mongolien qui me demande de travailler et qui sert à rien, tu vois, et qui fait pas ce que je lui dis et qui va me faire chier toute la saison, même s'il me donne 150 000, mais je le fais pas. Tu vois, je fais pas les trucs pour l'argent. Je fais ça parce que c'est cool. Tu vois, je préfère... je gagne plus d'argent que Dylan à l'année, aujourd'hui, en restant dans mon canapé. Je n'ai pas besoin de ce job. Je le fais parce que c'est cool, il a besoin. Moi, ça me plaît. Je suis fan à bloc de la moto et j'aime bien faire ça. Donc, tu vois. D'ailleurs, David, je le prends. J'aime bien partager parce que c'est un peu la rigolade. Et j'aime bien un peu me moquer des mecs qui commencent un peu à planer. Tu vois. À un moment donné, il faut les ramener sur terre. Tu vois. Et c'est bien, quoi. C'est marrant, David, parce que tu disais tout à l'heure, t'as pas été à l'école, machin, t'allais crever si tu faisais pas de la moto. Je trouve que tu t'es très très bien reconverti quand même. Bon, la moto, ça t'a fait gagner de l'argent et tout ça. Quand tu as arrêté la moto, tu dis, voilà, aujourd'hui, t'as pas besoin d'être avec Dylan pour gagner de l'argent. Je suppose que t'as investi dans je sais pas quoi, mais est-ce que tu as été conseillé, justement, parce que t'étais un mongol, comme tu l'as dit tout à l'heure, et que t'as pas été à l'école, ou est-ce que non, t'étais suffisamment intelligent pour le faire tout seul? Non, mais tu apprends vite sur le tas, en fait. Tu vois, tu apprends vite fait.
que ça soit un investissement et tu apprends par tes erreurs. Tu vois, moi, je suis arrivé là, la première année, j'ai payé 400 000 d'impôts, tu vois. Quand j'ai fait le chèque, j'ai dit, oh, l'enculé, comment on va faire là? J'ai dit, là, faut trouver une solution. Trouver une solution, il doit y avoir une solution quand même. Parce que bon, tu vois, je ne vais pas leur donner 400 000 par an, tu vois. Et donc, voilà. C'est là où tu fais des comptes retraite, des machins, et tu prends ton téléphone, tu appelles 2-3 mecs que tu connais. Alors, qu'est-ce que tu connais pas un mec qui peut m'aider, machin? Et voilà. Là, tu rencontres les bonnes personnes. Et après, un investissement, c'est pareil. Au début, tu vas acheter des actions Eurotunnel, tu vois, et tu vas perdre ton slip. Et puis après, tu vas aller trouver les bonnes personnes qui vont te dire, voilà, il y a ci, il y a ça. Mais il faut s'y intéresser. Moi, c'est un truc qui m'intéresse parce que je sais très bien que je ne sais rien faire. Tu vois, le seul truc, c'est... et en fait, en moto, si on revient, on fait machine arrière pendant un moment, en moto, j'étais nul. Quand j'ai commencé, j'étais nul. Tu vois, et j'étais pas bon pendant longtemps. Mais le problème, quand j'ai pris conscience que moi, j'ai arrêté l'école en seconde, j'ai pris conscience que j'avais que ça à faire, même si moi, vraiment, c'était pas vraiment mon rêve d'être pilote de cross, tu vois. J'aurais préféré être joueur de foot, hein, je te le dis de suite. Ah ouais. Et c'était pas mon rêve ultime. Mais j'ai été poussé dans une dynamique où, à un moment donné, tu peux pas faire machine arrière, quoi, tu vois. Donc, et quand tu prends conscience que tu n'as plus de choix, que tu es dos au mur, c'est où tu vis bien, où tu crèves, eh ben là, tu vas au boulot, quoi. Ouais. Tu vas au boulot. Et juste Donc, c'est ça, c'est comme ça. Et après, tu as la deuxième prise de conscience, c'est que tu fais quoi après la moto? Oui, c'est bien de gagner des millions, machin. Déjà, il faut gagner beaucoup d'argent si à 30 ans, tu vas arrêter de bosser jusqu'à tes 85 ans et que tu passes, tu vois, t'es 6 pieds sous terre. Pendant 50 ans, il faut vivre avec l'argent que tu as fait. Tu as gagné de l'argent pendant 10 ans. Donc, c'est compliqué. Donc, il faut savoir investir et tout ça. Et il faut gagner de la monnaie. Et dans ce sens, c'est là où tu dis, tu vois, tu peux pas acheter une maison à la plage, te mettre, tu vois, tu peux pas acheter de Lamborghini, même si tu pouvais, parce que, moi, au mieux, je peux gagner que tant en étant entraîneur, tu vois. Je peux faire que ça, moi, dans la vie. À moins que demain, j'achète une franchise McDo ou je fasse, tu vois, j'avais investi dans une boîte de nuit qui marchait pas trop mal. À Carcassonne, en plus, c'était en France, c'est pas trop loin de chez nous, ça. Avec Julien Houdin, c'est ça? Voilà. Et donc, tu peux te diversifier. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir la tête sur les épaules et surtout, quand tu commences un peu à gagner, déjà, on ne gagne pas des sous comme un joueur de basket et un joueur de baseball, oubliez. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Et j'en connais plein, des mecs qui ont gagné plus que moi et qui sont raides là. Et il faut qu'ils bossent tous les jours parce qu'ils n'ont plus de droit. Ouais, là, du coup, tu dois ta retraite, on va dire, tranquille grâce à tes investissements. Ou plutôt grâce à tout l'argent que tu as accumulé. Grâce à moi. Grâce à toute la réflexion que tu as eue par rapport aux années. Qui a fait ma propre retraite, tout simplement. Ouais. Moi, j'ai pas la retraite normale, j'ai la retraite privée, quoi, tout simplement. D'accord. Voilà, on a sauté pas mal de questions, les gars, sur le live. Bon, il y a Bobby Lapointe qui en a posé plusieurs. Pour une fois qu'il ne nous parle pas de baguette, mais c'est pas grave. Je lui donne pas la parole quand même parce que j'ai plus intéressant que lui. Salut Bobby. Guillaume, qui a une question. David, pour revenir au motocross, bizarrement. Donc, qu'as-tu pensé des filets qu'on a mis dans les virages en supercross? On pourrait appeler les Pulp MX filets. Il serait fier, Steve, s'il entendait ça, mais bon, il nous écoute pas de toute façon. Mais est-ce que tu penses que, voilà, vu que les tracés sont trop dangereux et vu le nombre de blessés, est-ce que ça fait partie du jeu, selon toi, ces blessures en motocross? Bon, déjà, il y a 2-3 points qu'il faut peut-être remettre comme il faut. Les terrains, ils sont pas dangereux. Non, ils sont plus dangereux. Il faut arrêter avec ça. Il y a 30 ans, 20 ans, c'était beaucoup plus dangereux. Maintenant, on fait des circuits plats, ronds, refaits. Chaque fois qu'il y a 3 ornières, un SX, ils refont. Non. Premier point que j'aime mettre. Le point des filets, je trouve que c'est une très très bonne idée.
il faut quand même faire des circuits techniques qui sont un challenge pour les pilotes, qui donnent des belles courses, mais c'est des humains sur les motos, donc il y a toujours des erreurs. Et c'est sûr que tu te mets une course sur un 3 ou un 4 en fin d'enchaînement et tu mets à fond parce que tu perds le contrôle et que tu prends un appui pour comme appel, tu finis un spectateur. Donc, et ça, on l'a vu. J'ai vu Matt Gorky à Indianapolis en 2004 aux essais, ça faisait triple. Il s'est mis court, tu vois. Et automatiquement, tu vois très bien. Perte de contrôle. Perte de contrôle à fond. Il a pris à fond de 2 ou 3 l'appui à fond. Il a atterri au milieu des gradins avec la moto. Mais c'était aux essais, il n'y avait personne. Non, mais tu rigoles. J'imagine le tableau. T'es bon. Vas-y, va au stade Vélodrome et tu prends un saut à bloc et t'atterris au milieu des gradins. C'est pas bien. Ouais, tu veux pas qu'on rigole, tu le racontes comme ça aussi. Je l'ai vu en live. Et je peux te dire que ça aurait été pas mal qu'il y ait un filet. Et d'ailleurs, qui sait, c'est Baguette qui s'attend pas, c'est ça que. Il a été chopé par le filet comme un poisson. Ouais, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je préfère avoir des relevés de folie. Tu vois, maintenant, à SXS, quand tu vois pas de relevés dans les virages, parce qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur que les mecs aillent dans le public pour la sécurité. Je préfère avoir des relevés. C'est la merde. Moi, je préfère avoir des relevés de folie et mettez les grillages là et c'est bon. Comme ça, c'est nickel. Moi, je le mettrai dans tous les relevés. David, en parlant de sécurité, il y a Geoffrey qui soulève quelque chose. Il a une image en tête, Geoffrey. David Bulmain sans casque, en basket, dans les whoops sur une RMZ. Est-ce que c'était un montage ou c'était juste pour montrer que les whoops à fond de 4, ça passait facile? Ouais, c'est la deuxième solution. Ouais. C'est les mecs, ils avaient une olive dans le cul. Donc, au bout d'un quart d'heure, tu prends la moto et même sans casque, ça passe. Je dis, c'est sûr que les hoops, c'était pas des hoops, c'était pas un AM 2000, un AM2 2000. C'était pas des montagnes. C'était des hoops comme il y a maintenant. C'était pas. Et ça m'a pété les couilles. Ils avaient peur de rentrer dedans et j'aurais montré que ça rentre nickel en basket. Tu vois. J'ai fait la même avec Nick Way. Il n'y a pas de vidéo. J'ai fait la même avec Nick Way en 2013, je pense, avec une 4,5 Kawa sur le terrain Kawa. Je voulais qu'il rentre un peu comme Marvin qui rentre dans les hoops, tu sais, avec la roue arrière. Là. Un cabra, là. Et sauter loin. Et là, Nick Way, il m'a demandé, il m'a dit, tu ne veux pas venir voir un peu l'entraînement et tout, me donner 2-3 conseils. J'ai dit, c'est bon, je viens. Et là, je lui dis, tu vois, dans ces hoops, il faut faire ça. Là. Tu sors, tu cabres, et sur la deuxième hoops, tu prends la roue arrière, et tu sautes le plus loin possible, et ça passe. Ah, mais tu es fou, et tout. Je dis, lève-toi de la moto, je vais t'expliquer. C'est pas un short cette fois. J'ai un jean, et tu peux lui pas. Si tu le vois un jour, tu lui demanderas. Hop, j'ai pris la 4,5 Kawa, sans gants, sans rien, et là, je lui ai fait direct. C'est beau ça. Les trucs même aujourd'hui sur le terrain de Supercross, même quand je voyais Dylan, il faisait un quad et tout sur le terrain YAM ou des 3 en sortie de virage. Ah putain, je le ferais pas aujourd'hui parce que je me chierais, tu vois. Mais sur des hoops, je trouve que les hoops c'est facile et quand tu as la technique, et la technique tu la perds pas quoi. Et ça me dérange pas quoi. Passer des hoops sans casque, pas de souci. Et du coup, tu aurais un conseil à donner à Marvin qui a énormément de difficultés dans les hoops? Qui m'envoie un chèque déjà. Et après, tu vois, des conseils gratuits là, depuis 5 ans, j'en ai ras le cul. Là. À un moment donné, il faut passer à la caisse. Hein. C'est s'entraîner sur des. Qui peut le plus, peut le moins. Tu vois? Ouais. Donc, quand tu fais des manches de 30, si tu as fait des manches de 40, manches de 30, ça le fera bien. Si tu passes des hoops qui font 2 mètres, nickel. Dans les hoops de 1 mètre, tu iras bien. Tu comprends un peu cette philosophie? La philosophie, ouais. Et moi, c'est un peu ça, un peu ma philosophie. C'est, va en chier entraînement, tu vois, roule sur des terrains pourris, sur des hoops super durs, où c'est difficile techniquement. Et mange-en, hein, je veux dire, trouve la technique, les pieds, comment délester un peu la roue arrière, la roue avant, ou mettre la roue avant, et après c'est bon.
Mais je trouve que quand même, en parlant de Marvin, en fin d'année, je ne sais pas si c'était pas Salt Lake City ou il y avait où ce Pourrave là. Et j'ai trouvé que les 3-4 dernières courses, j'ai trouvé qu'ils sortaient un peu plus les dos. Je trouve que ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux. Et je crois que c'est à Salt Lake City d'ailleurs qu'il gagne et qu'il a dribblé les hoops toute la manche. Et je trouvais que c'était vraiment, il y avait vraiment du mieux. Il y a du mieux. Je trouve que Marvin, même à, je sais pas, à 28, 29, quel âge il a 28 ans, 29 ans. Je trouve qu'il progresse gentiment, mais sûrement, que ce soit un SX et même à Mnudor. On a vu High Point, on a vu des manches où il se donne et il sort de sa zone de confort. Je trouve que c'est pas mal. Il est toujours en progression, même s'il est vieux. Par rapport à Tomac, tu vois, donc c'est quand même, il faut le saluer et je trouve que c'est quand même cool. Ouais, c'est vrai qu'il est encore, on le voit nous aussi, hein, enfin, de la télé, on voit qu'il est en progression constante et petit à petit, c'est vrai qu'il se rapproche du haut niveau. Il n'a pas fait un coup d'éclat énorme comme a pu le faire Rogzen, mais c'est vrai que petit à petit, il s'est hissé au meilleur niveau et maintenant qu'il n'y a plus ses anciens coéquipiers, il est devant maintenant et c'est pas mal. Il va buter un peu sur Tomac, peut-être. Mais bon, d'ailleurs, toi, tu miserais une pièce sur qui, toi, en fin de saison? Ben là, on rentre dans une course, un championnat de 5 courses. Ouais. Donc là, tu n'as vraiment plus droit à l'erreur, plus de joker, c'est fini. Là, il faut tout donner, là. Les courses qui arrivent, je pense que Washougal, c'est quand même un bon circuit pour Marvin. Les circuits de la fin, à part Bus Creek, que je mettrais à avantage Tomac, Bus Creek Millville. Mais après, tu as Unadilla, je mettrais Marvin. Washougal, je mettrais Marvin. Donc 2-2. Et après, tu as Ironman, la finale. Voilà, la dernière, Ironman. Et ça peut. C'est dur de choisir. Évidemment qu'on aimerait que Marvin gagne, tu vois. Parce que bon, il a pas eu de titre encore aux US, tu vois, dans la catégorie reine, donc ce serait cool. Et bon, c'est une bonne année aussi de l'avoir. Tu vois, Thomas casse une moto, il faut être opportuniste, ça. Les titres, tu les prends comme ils viennent, quoi. Hein, je veux dire, tu as des mecs qui ont eu des titres parce qu'il n'y avait personne, donc il faut être comme ça. Après, sur le papier, il a eu le titre quand même, donc c'est ça qui compte. Ouais, mais là, tu vois, en plus, si on dit que c'est un championnat de 5 courses, là maintenant, c'est championnat de 5 courses, et puis voilà, c'est plus de 12. Hein. Maintenant, les compteurs sont à 0, et surtout, il ne faut pas faire d'erreur, quoi. Il ne faut pas s'en mettre une, il faut rouler propre, quoi. C'est ça, et après, peut-être que Tomac supporte un peu moins la pression que Marvin. Moi, c'est ce que j'ai l'impression d'ici, que Marvin a un peu plus les épaules solides au niveau de la pression et il arrive un peu mieux. Tomac, il peut encore chuter, alors que Marvin, techniquement, il est peut-être un peu moins rapide, mais il commet moins d'erreurs quand même. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je pense pas que c'est une sorte de pression parce que je pense pas que Marvin ait eu de grosses performances quand il était sous pression. Historiquement, je pourrais pas te dire. Après, c'est sûr que c'est pas un Ricky ou c'est pas un mec comme ça ou un Villopoto ou un Dungey, c'est quand même des mecs des solides. Après, c'est une histoire de technique. Ce qui concerne Tomac, parce que la question, en fait, sur ces 5 dernières courses, c'est pas Marvin. C'est pas Marvin, c'est quel Tomac on va avoir, quoi. Ça, ouais. Est-ce que c'est le Tomac qui est devant et qui fait comme un Tomac avec qui on a besoin qui tombe 2 fois pour gagner, comme à Southwick, par exemple, ou un Tomac qui roule moins bien et qui n'est pas dedans, quoi. Tu sais qu'il va être là et qu'il mégaze et c'est sûr que la pression, après, on l'a vu l'année dernière à SX, il n'a pas trop tenu. Mais moi, je pense que c'est plus il a un problème de concentration, Tomac. Et en fait, comment on dit en français il n'a pas cette notion de danger. Ouais. Tu veux, Tomac. Ouais, il a 105%, quoi. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas à 105%. Tu le vois rouler à Southwick, il n'y est pas. Je veux dire, sa première chute à Southwick, quand il perd l'avant, là, et comme ça, et qu'il passe par devant, ça, c'est une faute d'inattention. C'est qu'il ne fait pas attention où il met les roues.
tout simplement. Ouais. C'est pas il est pas au-dessus de ses pompes. Pourtant quand il a 5, 6, 7 secondes d'avance, c'est bizarre qu'il continue à rouler aussi fort. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah. Arrière dans l'ornière, il met quand même base, il prend arrière et boum, il passe par devant. Donc, il fait pas assez attention quand il roule. Il met ses roues, il fait des fautes d'inattention, et quand tu fais du cross, tu les payes cash. Et c'est ce qui se passe. Après, deuxième manche à Red Bull, qui s'en mettent parce qu'il est rentré dernier sur la grille, complètement extérieur, donc il faut qu'il remonte et tout. Même si je pense qu'il a mal roulé et qu'il a pas pris cette manche dans le bon sens, là tu peux pas trop lui dire oh, putain t'es tombé, le mec il est obligé de remonter, il a perdu 22 points en première manche. Donc mais je pense que oui, ça va être intéressant de voir ces deux-là sur les 5 dernières épreuves. Et justement, parce que pendant on parlait de Marvin, David, j'aimerais bien revenir sur toi un petit peu, ta carrière. À l'époque, est-ce que ta femme était aussi présente que les femmes de pilotes aujourd'hui, comme on peut le voir avec Mathilde ou la copine de Dylan? Je vois qu'elle est aussi présente vachement sur les courses. Moi les copines de pilotes, je les appelle les caméra divers. Tu vois, un caméra diver, c'est une personne qui plonge quand il voit des caméras, en fait. Tu vois, c'est le mec toujours derrière. Il te prend Non, c'était pas ça. Le problème, c'est que le travail d'une meuf, d'une femme, il est ingrat quand tu es femme de pilote. Il faut que tu fasses ta bouffée, il faut que... C'est femme au foyer, mais pour ton pilote, quoi, pas pour tes gamins. Voilà. Et le problème, c'est ce qu'il faut qu'elles comprennent. C'est qu'elles seront... celles qui ne comprennent pas, les pilotes ne feront rien. Celles qui comprennent que le pilote, la priorité du pilote, c'est la moto à 100%. Et après, elles seront... donc, moto, ça comprend tout. Le roulage, l'entraînement, se coucher tôt, manger bien, etc. Si ta meuf, elle commence à te casser les couilles pour aller à Beverly Hills, faire des magasins, et qu'il faut aller à la plage, et que machin truc, c'est bon. À un moment donné, tu mets un coup de pied au cul, tu dis qu'elle rentre chez elle, tu vois, parce que tu ne feras rien, tu vois. Si tu commences à avoir... Il faut que les gens dans ton entourage, en étant pilote, il faut qu'ils soient dans la même dynamique. Tu vois, la dynamique de priorité moto, entraînement, résultat, gagner de la monnaie, pour en mettre à gauche, pas faire n'importe quoi pour faire comme DV, être à la retraite à 30 ans. Tu vois, parce que sinon, après, ils font quoi? Tu vois, les mecs, ils savent même pas écrire leur nom. Tu vois, ils savent même pas écrire leur nom sans faire de faute. Tu veux qu'ils fassent quoi après la moto? Hein? Oh. Non, mais c'est fou. Tu vois les mecs écrire sur les réseaux sociaux, tu te dis, mais attends, mais que ce soit en anglais ou en français, ils sont allés à l'école le mercredi après-midi, les mecs. C'est pas possible. Donc, il faut que la meuf, elle soit, voilà, il faut qu'elle reste dans son coin. Évidemment, Mathilde, elle est là, elle panote, elle machin. Et je me demande, le mécano, il peut panoter. Moi, je ne panote pas. La Anastasia, elle panote pas non plus. C'est le mécano qui panote, tu vois, à l'entraînement. Mais en fait, il faut qu'elle, je veux dire, il faut qu'elle comprenne que c'est pas grâce à elle que le pilote il gagne. Le pilote, il gagne, il est tout seul. Le pilote, il a fait son vélo tout seul. Il a trimé comme un fou tout seul. Il s'est fait crépir la gueule toute la manche tout seul. Il a passé des mecs dans les derniers tours pour gagner un overall tout seul, tu vois. L'entraîneur, oui, il a aidé comme ça. La meuf, elle a aidé parce qu'elle a fait le sandwich à midi et que, tu vois. Mais basta, quoi. Je veux dire, il faut arrêter de... Les meufs, t'as l'impression qu'il faut qu'elles soient sur le devant de la scène. C'est pas grâce à elle. Même si c'était une autre, tu vois, si le pilote il baisait la voisine, il aurait le même résultat. Si c'est la voisine qui faisait le sandwich, je veux dire, il aurait le même résultat. Il faut arrêter de casser les couilles, tu vois. Hein? Caméra diver. C'est très très bon ça. Ça c'est très très bon. Ça, je pense que regarder, il faut que Blaise tu l'enregistres. Parce que là, mais c'est tellement vrai en plus. Ah, mais on rigole, mais c'est tellement vrai. Non, mais on le comprend, c'est vrai qu'on comprend. À la fin, c'est le pilote qui est sur la moto, je veux dire. C'est lui qui tu vois, c'est pas... Oui, il y a un peu
l'entraîneur il contribue, le mécano il contribue, le team il contribue, la moto elle-même il contribue. Mais à la fin de la journée, le mec qui est dessus et qui est gaz et qui rentre dans les housses à fond de 4 et crépir la gueule à Red Bull toute la journée, c'est le pilote. Arrêtez de nous casser les couilles à toujours, tu vois. Après, quand les pilotes ils gagnent, tu les vois, les mecs, t'as un entourage, mon pauvre. Je les appelle, moi, les polisseurs de casque. Ça polit le casque au bout, tu vois. Hein, voilà. C'est imagé, mais c'est. On comprend bien l'image, ouais. On voit bien l'image. Ouais. Et toi, David, t'as pas une anecdote où ta femme t'avait sauvé le cuir quand même une fois, non, sur une séance de testing putain, je sais plus où c'était, ce terrain qui est vers Santa Barbara, et t'avais pas oublié ta paire de bottes Hein. Comment on était dans le désert là, à Yucca Valley. Allô, ça marche ou quoi là? Ah, c'est bon, on a été coupé et c'est bon là. Ah, parce que là, je ne vois plus grand chose. Ouais. Enfin bref. On était à l'entraînement, en testing avec Yam dans le désert. Donc là, on parle de désert. C'est cactus, tu vois, coyote, trucs pourris. Et on faisait du testing à la chaleur et tout, c'était bien pourri. Et j'arrive là-bas, les mecs de chez Yam et tout, tranquille. Je vais pour m'habiller, pas de sac. J'avais oublié le sac dans le garage. Donc à l'époque, on avait quoi j'avais une M3 à l'époque, tu vois. L'autre, elle est venue elle a fait 1h30 de route, comme ça, dans le désert. Et puis, le désert, c'était pas un parking goudronné, tu vois. Donc, elle est arrivée, l'autre, la M3, elle faisait dans toutes les bosses, tu vois. Elle talonnait, tu vois. Donc, elle est arrivée au terrain, elle s'est presque ensablée. Elle était folle, tu vois. Elle dit, c'est bon. Après, on a rigolé et après, elle s'est barrée. C'est combien de fois terrain pareil, bottes, casque. Mais pareil, j'avais un circuit à Beaumont, là, à 1 heure de la maison. Pareil, j'ai oublié le bottes ou les casques. Toujours. Mais 20 fois, c'est arrivé. Et 20 fois, c'est arrivé. Elle t'a sauvé le cuir plusieurs fois, quoi. Une fois, ça m'a tellement énervé. Donc, je suis au terrain, donc c'est de ma faute. J'oublie un truc. J'oublie le casque ou les bottes, évidemment. Et là, je lui téléphone. Mais je lui téléphone pendant une demi-heure. Elle répond pas. J'appelle la maison, répond pas. Ah, ça me pète les couilles. Je prends un pick-up, je rentre, donc je fais une demi-heure, je vais chercher mes bottes. J'arrive, j'ai dit, oh, mais jamais tu regardes ton téléphone? Je t'ai appelé 20 fois. Elle me dit, ah, je n'ai pas entendu, machin. J'ai dit, ça sert à quoi d'avoir un portable? J'ai pris son téléphone, je l'ai cassé. Ça sert à rien d'avoir un portable, tu réponds pas, et je me suis barré. Ça m'a coûté un téléphone. Ah, c'est bon, ça va. Tant que ça t'a pas coûté le divorce à l'époque, écoute, c'était déjà ça. C'est venu après, ça. Et David, t'as connu des anecdotes? J'en connais quelques-unes à force d'écouter le Peuple Mixio. Il n'y a pas une anecdote au terrain Yam aussi où tu t'étais un peu embrouillé avec Reed, qu'il avait allumé l'arrosage ou je sais pas trop quoi pour remplir ton casque? Il n'y a pas une histoire comme ça? Ouais, en fait, Reed, c'était un casse-couille. Tu vois, un casse-couille de première. Maintenant, Reed, tout le monde l'adore, mais avant, c'était un sacré con quand même. Il était arrogant, c'était un étranger dont les Américains n'aimaient pas. Maintenant, Chad, c'est un pote, tu vois, on se texte assez régulièrement. Là, il était en Europe, il était en Italie, il me dit, oh, je veux aller en France et tout. Il m'envoie un texto, il dit, où est-ce qu'il faut que j'aille et tout, avec la famille à la plage. Je dis, c'est bon, on va à Saint-Tropez, tu vas te régaler, c'est cool. Hop, il est allé à Saint-Tropez, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ah, top et tout, merci. Maintenant, on est potes, tu vois. Mais à l'époque, avec Reed, qu'est-ce qu'il était con. Moi aussi, d'ailleurs, tu vois, donc deux cons ensemble. Et j'étais avec, je crois qu'il y avait Jackie, hein, ou non, peut-être pas, ou j'étais avec Bailey, je sais plus. Et en fait, je fais une manche, pas pour une manche, et presque fini, tu vois. Et puis, moi, je roulais sur les terrains pourris, je m'en foutais si c'était pas bien arrosé et tout. Les requins, il faut tout le temps qu'ils arrosent, que ce soit nickel, tu vois. Moi, j'y suis. Le problème, c'est que tu arroses, tu es obligé d'attendre une demi-heure pour rouler, ça te saoule, tu vois. Donc, moi, c'est sec, je roule, je m'en fous. Donc, je fais ma manche. Et l'autre, il voulait arroser Reed parce qu'il voulait rouler sur un terrain mieux. Et moi, je faisais une manche de 25 tours, un peu comme ça. Donc, ça prend du temps. Et ça l'a pété les couilles, il a mis l'arrosage en route pendant que je roulais. J'ai dû le voir
traite de tous les noms. Déjà. Je dis, mais qu'est-ce que c'est couilles? Mais attends 5 minutes, j'ai presque fini là. Et hop, du coup, il met l'arrosage, il est content, tu vois, il rigole. Ça m'a tellement au lieu de lui mettre mon pain dans la gueule, je suis arrivé au camion, j'ai pris mon casque, et des nerfs, je l'ai cassé mon casque par terre. J'ai pété mon casque Shark en deux et je l'ai laissé comme ça sur le grillage. Ce casque, il est resté sur le grillage 2 ans. 2 ans, ouvert en deux, comme ça. Voilà. Pas mal ça. C'était la belle époque ça. Ça va faire plaisir à pas mal de ceux qui nous écoutent. Ça te met les nerfs. Imagine, tu es en train de faire ton boulot tu vois. Ouais. Et si on passe, est-ce que tu suis un peu les GP du coup, toi qui es aux États-Unis? Vraiment de loin. De très loin? Déjà à 2,5, je connais personne à part les 2 premiers, tu vois, je suis pas. Ouais. Tu vois, j'ai vu qu'il y a un Hollandais qui avait gagné là, je sais même pas qui c'est, je sais même pas qui il a, donc je suis pas. Je vois un peu. Moi, je suis pote avec Kiroli, donc j'aimerais bien que Kiroli, tu vois, il gagne un 10e titre. Bon, ça a l'air d'être compliqué. Ouais, justement, je te pose cette question parce que dans les commentaires, on a pas mal de gens qui, à chaque fois, et ce soir aussi, j'en ai vu passer, qui demandent ce que tu penses, toi, de l'ascension de Erlings. Alors, je sais pas si tu la vois, cette ascension-là, mais nous, on la voit bien et on voit qu'il est en train de dominer, il est en train d'écraser la concurrence. L'ascension, ça fait un moment qu'il. Ouais, mais là, il commence à être en haut du pic, là, quand même. Ah, mais clairement, David, la question que tout le monde veut poser, ça fait des mois qu'on l'entend, c'est qui le meilleur entre Tomac et Erlings? Voilà, c'est ça la question. C'est la question, voilà. Mais c'est la question que j'aime pas trop parce que comparer 2 choses qui sont pas comparables, c'est pour ça que je la sors pas comme ça, quoi. Ça dépend où. Je pense à Lommel. En terrain neutre, on peut dire. Terrain neutre. Le problème, c'est que le terrain neutre, ça avantage quelqu'un. Il n'y a pas de terrain neutre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à voir avec le terrain. Mais je pense qu'il faut. Voir sur une saison, tu vois. Ce serait bien de voir sur une saison. Après, sur une course comme ça va être difficile. Je pense qu'on aura une meilleure idée à Red Bull, aux Nations, je pense. C'est plus un terrain, disons, neutre. Donc, les Ricains connaissent, mais bon, la texture sablonneuse, c'est quand même bien pour Erling. Je pense que ça va être un bon endroit pour comparer. Il va revenir à 100%, là, il sera à 100%. Mais comment on dit aux US, c'est 6 d'un côté et une demi-douzaine de l'autre. Tu vois, et à Marseille, on dit c'est kiff bourricot. Tu vois, c'est kiff. Tu vois, donc il faut arrêter de comparer. Après, on peut comparer les comptes en banque, sinon, tu vois. Les comptes en banque, par contre. Ouais, bien sûr. Oui, tu vas dire le meilleur pilote, c'est celui qui a le plus gros compte en banque. Ouais. Moi, je préfère le compte en banque de Carmichael, Villopoto, Dungey, Tomac que celui des autres en Europe. Juste comme ça, au passage. Ah ouais, tu mec comme Carmichael. Tu penses qu'il touche quoi, 2-3 fois moins? Facile. Ah ouais, d'accord. Un mec comme Villopoto, Carmichael, ça, j'avais compté vite fait net. Aujourd'hui, c'est des mecs qui sont entre 25 et 30 millions quand même. Hein. Net. Ouais, donc, pour faire ça en Europe, peut-être qu'il faut 2 vies en fait. Ouais, certainement. Ouais. En Europe, nous, on n'a pas trop d'idées de ce que peut toucher un Erlings, un Keroli, tu vois. On n'a pas autant. Ces mecs, ils doivent gagner. Ils gagnent pas 2 millions par an, quoi. Ouais. Ouais, ils ont le million quand même, le million à l'année, s'ils ont un titre. 1,5 million. Ouais. Tu gagnes, t'es champion, tu pas loin de 2 millions, je pense, si t'es champion. Après, de toute façon, Tomac. Dis-toi que Moto Abi, déjà, c'est 3 millions. Ouais, déjà, ça commence à être pas mal. Ouais. Moto Abi, il doit être à 3 millions. Après, c'est 100 000 par course, 1 million par championnat. Donc, on va faire quelques millions déjà en une saison. Il gagne. Et on ne parle pas des extras, des machines, des trucs, des autres primes. On parle vraiment du générique. 2 millions pour la moto, 1 million pour les habits. Il gagne 10 courses, 1 million, ça fait 4. Il gagne un championnat, 5. 5 millions. C'est pas mal. Et tu parlais des fringues là.
Alpinestar, c'est quoi leur intérêt de donner beaucoup d'argent à un mec comme Tomac alors qu'ils vendent aucune tenue aux États-Unis? Il n'y a pas de revendeur Alpinestar. C'est quoi le but pour eux là? Un but d'image. C'est-à-dire, c'est quoi le but de Red Bull de faire Ouais. les Faire sauter vols le mec, je sais pas où. de faire voler des baignoires par rapport faire plonger une baignoire dans l'eau. Je veux dire, il est où le truc? Tu vois? Ouais, Il est où est-ce que tu justifies Ouais. Il n'y a pas de retombée directe, Red mais Bull. c'est l'image, quoi. Voilà, c'est l'image. Il y a que de l'image. Je veux dire, tu peux pas. C'est comme on parle de Thomas et salaire. Je veux dire, Kawa ne peut pas justifier un salaire de donner 2 millions de dollars avec des ventes de motocross. C'est impossible. Il faudrait qu'ils vendent 40 millions prix public de motos pour 35 millions prix public de motos pour justifier le salaire de Thomas. Mais jamais de la vie. C'est combien ça fait 35 millions divisé par 10 000 dollars? Ça en fait des motos. Je veux dire, c'est injustifiable. C'est une histoire d'image. C'est comme Monster. Ils ouvrent les vitres, ils jettent la monnaie. Ça ne justifie pas là, l'argent. Il n'y a aucun. Ça, tu mets un CEO là, de Apple, Google, PayPal, eBay, tout ce qui s'ensuit là. Tu les mets à la tête d'une compagnie contre Red Bull, comme Red Bull ou Monster. Le mec, il rentre, il s'arrache les cheveux, il dit mais c'est quoi ce beans? On va fermer le robinet direct, tu vois. Là, mais les autres s'éclatent, peut-être que voilà, ils ont une autre façon de manager. Ils ils jettent l'argent par les fenêtres, mais il n'y a aucune justification financière au point de vue du business, c'est fou. Ouais, David. Donc, c'est vrai, tu mets une machine de guerre, tu vois. Juste, on a Xavier là. Bon, alors peut-être qu'il le sait lui. Il nous dit en commentaire que De Salles apparemment touche 2 millions par an du Team Kawa. Donc ça ferait pas mal. Ah, ben, tu vois, c'est moi les 2 millions, moi je suis curé. Allez, Xavier, on voit ta copie. 2 millions, mais arrêtez, les gars. Vous êtes mais il faut arrêter de jeter des chiffres dans l'air comme ça. Ne le chauffez pas. Mais Xavier, ça, j'aime bien. il va partir. Ne commencez pas à nous énerver. Vous aimez bien, hein, comme ça, jeter un peu. Parce que le problème, c'est que le copain de ton copain du machin, le problème, c'est le premier mec, il a dit 500 000, mais à chaque fois qu'il y a le téléphone arabe, il rajoute 500 000. Donc, au quatrième mec, tu vois, eh ben, le mec, il gagne plus 500 000, il gagne 2 millions. Tu vois, donc, il faut arrêter, les gars. 2 millions, c'est impossible. C'est impossible. Voilà, nous... 2 millions de francs belges, peut-être, vu qu'il est belge de ça doit être un truc comme ça. Ouais. Du coup, ben, on avait. David, t'as encore du temps à nous t'accorder ou c'est Ah ouais, mais moi je vais dire off, moi, allez, feu là, ça, vas-y, en fait. Bon, c'est sympa en tout cas, merci David. Ça, c'est des invités qu'on aime avoir. J'ai mon fils, il a l'entraînement de basket, il est parti en BMX ce matin. Ma fille, elle est en haut, elle doit regarder la télé, c'est les vacances, tu vois. Donc c'est bon, on attend. La seule chose qui peut nous arrêter, c'est l'orage qui est en train de tomber chez moi, et ça peut nous couper à tout moment la connexion internet, mais sinon le reste c'est bon. C'est ça. Bon, si t'arrêtais de regarder des clips de Beyoncé aussi, ça nous ralentirait moins la connexion. Au fait, on peut en revenir là, parce que si j'avais su que l'autre il est allé voir Beyoncé, mais jamais je faisais le live. Tu vois, jamais. David, n'en parle pas. Ne m'en parle pas. Je sais. Attends. On a monté une boîte à deux quand même avec ce mec. Toi, tu sais investir. Moi, j'ai investi avec un mec comme lui. Ah ouais, c'est impossible. Tu vois, David, quand je le vois plus là, il est passé où là? Bon, tu sais, tu gagnes pas grand chose à le voir. C'est pas méchant, si jamais. Ah, tu le vois plus là. Je vois que toi, Nico. Tu me vois pas? Non, ça fait une demi-heure que je te vois plus. Hein. Ah, attends. Ouais. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai une question. Allez, on parlait argent, on va rester dans le pognon. Chad Reed, qui a investi tout son argent personnel, ou peut-être pas tout son argent, mais une bonne partie en 2011 pour créer Tutu Motorsports. Est-ce que c'était de la folie T'as entendu ou pas? T'as entendu ou pas? Sa dernière vidéo Transworld, là, il y a 2-3 jours. Non, j'ai pas vu. Non, Tutu Motorsports, ça lui a coûté 5 millions. Ouais. 4 millions 7, un truc comme ça. C'est de la folie. Je veux dire, le problème, c'est que voilà, les gens, ils croient qu'ils montent Tutu Motorsport, il va se mettre plein les poches. Au contraire. C'était risqué à l'époque, en plus. Voilà. Ça lui a coûté 5 millions Tutu Motorsport. La première année, déjà, il a tout acheté. Tu vois. Et il a payé des mecs, c'était les meilleurs de l'industrie. C'est qu'il n'a pas pris un mécano qui sortait de l'école, quoi.
par exemple. Ouais, évidemment. Mais attends, c'est la folie. Oui, il faut pas faire de team. Il faut pas. Magraf, il a fait le team. C'était le début de la fin. Il faut pas faire de. Ouais, t'as eu RCH aussi, avec Carré-Hart et Carmichael. Ils ont fini comment? Ouais, on Comment ils entend ont Ouais, fini? bien sûr, c'est souvent la même fin, ouais, malheureusement. La clé sur la porte. On fait, le truc, c'est pas ça le problème. Le problème, il est plus gros. C'est que nous, l'industrie, les fans, on aime la moto. C'est vraiment un sport de terroir et un sport de fanbase, la moto. Tu vois, c'est pas mainstream. C'est pas, tu vois, c'est pas du foot, du rugby, des machins. Ouais, d'ailleurs, j'ai une autre question par rapport à ça. Vas-y, je te laisse finir. Mais on pense, nous, qu'on est un sport énorme. Tu vois, on pense qu'on a trouvé le fil à couper le beurre et qu'on est exceptionnel, on est les plus forts et que le cross, c'est le sport le plus dur au monde. On est sous-payé, c'est pas juste. Et moi, j'ai le discours inverse. On est trop payé, on est un sport de merde que personne regarde et qu'il faut arrêter de se pignoler parce qu'on fait que la moto, quoi. Donc, si on était bon, on ferait de la Formule 1 ou on ferait du foot. Ouais, il y a des gens qui comprennent pas, qui ont du mal à concevoir récemment, on l'a vu. Pas de quoi ça. Non, écoute, on va s'en ouais. Laisse-moi finir. FS1, Fox Sports 1, tu vois, Fox Sports 1, il y a la meilleure audience sur Fox Sports 1, donc c'est comme si c'était TF1 Sport, tu vois, c'est pas TF1, mais c'est TF1 Sport. La meilleure audience, c'est 400 et quelques mille personnes qui regardent. 400 000 personnes. Donc, j'ai fait tac, j'ai fait 2-3 recherches. Il y a du baseball, des matchs de baseball de minots de 12 ans, de collège, qui ont plus d'1 million de mecs qui regardent ça. Je veux dire, du baseball de minots de 12 ans, il y a plus de mecs qui regardent ça que des courses de SX. Et on pense qu'on est gros et qu'on doit gagner des millions parce que c'est dangereux. Non, on ne doit pas gagner des millions parce que c'est dangereux. On doit gagner des millions parce qu'on fait vendre et on est regardé. Après, on a la course de SX sur Fox. Donc, Fox, c'est France 2, France 3, TF1. C'est vraiment le gros truc. Tu n'as pas besoin d'un bouquet machin pour l'avoir. Tu mets une antenne avec la fourchette au bout, là, tu sais, tu l'as la chaîne. Tu n'as rien à payer. Et c'est du live, c'est un live en plus, c'est pas des rediffs. Ouais, c'est live. 800 000, même pas 1 million de personnes qui regardent. 800 000. Donc, tu vois, il n'y a pas de... Et comme il n'y a personne qui regarde, tu ne peux pas vendre le SX et le MX à une chaîne. Ils vont te regarder, mais qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ton MX? Il n'y a personne qui regarde. On a les chiffres. Qu'est-ce qu'on va vous payer pour faire ça? Donc, le sport, aujourd'hui, il vit de quoi? Il vit des droits télé. Il ne vit pas de Fly Emirates sur les maillots du Real de Madrid. Ça, il gagne. C'est une goutte d'eau, ça. Il ne gagne pas sur les places non plus. Évidemment, ça paye des trucs. Mais où il gagne, c'est les droits télé, les gros chèques. C'est voilà, 1 milliard et quelques pour la Ligue 1, les gros chèques de... Pourquoi les mecs, ils se mangent 2 fois pour aller faire la Ligue des Champions? Parce qu'ils ont des chèques, allez, 30 millions, 40 millions, 50 millions, tu vois. Donc, tant que le sport moto, il sera petit comme ça, et qu'il y aura moins de millions de personnes qui regardent, tu ne pourras pas aller à une chaîne de télé en disant, voilà, on arrive avec les épaules comme ça et 15 millions de personnes qui regardent, il faut nous payer maintenant pour être sur la télé. Et là, après, les droits télé ils sont redistribués dans les teams ou dans les clubs, comme dans les autres sports. Mais nous, on peut pas se passer le next level si on n'a pas des yeux qui regardent, on n'a pas assez d'œil en fait qui regardent le SX. Et tu penses qu'on pourrait faire quoi pour améliorer ça? Pour rendre le SX ou le MX plus attractif? Ou je sais pas. Pour le rendre plus attractif, il faut le simplifier déjà. Il faut arrêter avec 2,5, 4,5, demi, repêchage, last chance, consolante, filet garni, critérium, tu vois. Il faut arrêter avec ça. Il faut que ça soit un sport, tu vois.
le Real de Madrid et tu regardes pas le Real de Madrid B. On s'en bat les couilles des B. La réserve où il y a le fils à Zidane, on s'en bat les couilles. Tu vois. Nous, on veut voir, c'est Ronaldo et on veut voir les vrais mecs. Donc, catégorie 2,5 déjà, dehors. Tu vois, eux, déjà, ils ne reviennent plus. Catégorie unique et simplifiée. Tu vois, simplifiée où tu fais un arrêt au stand, la NASCAR, la Formule 1. Tu ne peux pas les dire un mec fait 1 heure de. Tu vois, fais des courses plus longues, fais des circuits un peu plus roulants, un peu moins physiques. Fais un truc pour la télé. Et au début, si tu veux faire ça, catégorie unique. Et après, tu mets sur YouTube Live, Facebook Live, gratos. Au début. Ça s'appelle investir sur soi-même, ça. Et là, tu fais venir des mecs. Comment ils font? Tu as des matchs de cricket en Inde, des trucs de malades. Les mecs, des millions et des millions de personnes qui regardent. Oh, les mecs, c'est gratos sur YouTube. C'est gratos. Non, mais des millions et des millions de vues en live. Truc de fou. Il y a un following de malade. Après, si on met ça, on met le sport accessible, au lieu d'avoir, mais ça déconne, tu veux regarder le MXUS, mais il faut sortir de Polytechnique déjà. Déjà, il faut avoir 5 bouquets de télé pour avoir MAV TV. MAV TV, c'est il y a 4 mecs qui doivent l'avoir aux US. Il faut avoir le triple bouquet C, option, crack, machin. Tu l'as pas, c'est niqué. Et puis après, tu payes $50, tu te mets sur NBC Gold. Tu vois, donc tu allumes ta Apple TV, tu as un NBC Gold, tu payes $50, tu regardes, pas de pub et tout. C'est top. Pour le fan qui a bloc dedans, mais c'est nickel. On s'en bat les couilles du fan. Ouais, il n'a pas assez. Qui va acheter son t-shirt, son maillot Fox pour aller à Gimont là, toute la journée et manger sandwich. Il est là, lui. Lui, on l'a. Lui, on s'en bat, entre guillemets, on s'en fout de lui parce qu'on l'a déjà. Tu vois, ce fan. Nous, on veut des nouveaux fans. Mais pour avoir des nouveaux fans, tu ne peux pas dire à un mec, écoute, file-moi 50 palos, là, tu vas sur NBC Gold et tu vas les courses. Il va te dire, mais si demain, toi, on te dit, va sur NBC Gold, mets $50 et tu vas regarder le cricket en Inde. Mais tu t'en bats les couilles du cricket, toi. Et tu vas mettre $50 dedans. Il faut que ça soit accessible. Gratuit. Alors que si c'est gratuit, si j'ai rien à faire, je vais le regarder quand je suis au WC, quoi. Voilà, non, mais voilà, tu le regardes et peut-être tu as un pote, tu vois comment ça fait. Après, ça devient viral, tu vois, ça devient viral sur les réseaux sociaux. Tu as un mec qui partage, ton pote il partage, ton pote il a liké, donc hop, tu vas regarder, c'est pas mal ça, putain, c'est cool et tout. Oh, les sauts, les chutes et tout. Et peut-être que tu vas créer des fans comme ça. Et il faut que ça fasse boule de neige. Mais au début, tu peux pas faire comme ils font. Ils prennent le problème à l'envers. Il faut arrêter de faire ça. Vaut mieux que les courses ne soient pas à la télé, si tu veux, que ça soit sur une chaîne qu'il faut avoir 3 packages de sport pour avoir la chaîne. On s'en branle. Mais les gratos sur le net, tu vois. C'est clair que maintenant, c'est ça. Mais après, pour revenir en arrière par rapport à tout ce qui... Enfin, surtout, on le voit, nous, en GP. En GP, c'est compliqué. Le jour où il y aura quelque chose de gratuit en GP, ça sera compliqué. La seule chose qui est gratuite en GP, c'est les pilotes. Sinon, le reste, tout est payant. Donc, mais moi, je ne suis pas trop, mais ça passe quand même, non, sur des chaînes. Ouais, on l'a sur l'équipe 21 de temps en temps, qui est gratuite. On a Motorsport TV qui est payant. Mais la plupart du temps. Il n'y a pas un nouveau truc là je sais pas quoi là, c'est pas sur SFR, je sais pas quoi là avant. Ouais, SFR Sport, ça c'est l'US. C'est le MXUS. MXUS, ouais. Moi, je comprends rien, moi. Et on a une question d'Alexis qui nous demande des mecs dans notre petit sport, comment ils vivent des gars comme Axel Hodges et Tyler Berman? Ils sont potes avec des potes, tu vois. Ils survivent. Donc, tu trouves le père de Hodges, c'est un mec qui avait un peu des actions chez Monster et qui était chez Monster à un moment donné. Je pense qu'il doit être à la retraite parce que bon, il fait que dalle maintenant. Le frère d'Hodges, c'est Dirt Shark, donc il travaille chez Monster. Donc il doit avoir un peu des... Tu vois, c'est le copain de mon copain et mon copain. Donc je te file un petit billet. Et puis ça, c'est un peu les mecs qui se raccrochent aux branches, tu connais un petit peu le truc, tu fais un peu des sauts. Mais bon, sincèrement, le chèque de Berman, j'aimerais pas l'avoir. C'est-à-dire,
Il doit pas être gros. Hein. Il n'est pas énorme. Hein. Pas être... ouais. Mais le problème, c'est ça. C'est que il faut pas croire ce que vous voyez, en fait. Tu vois, c'est pas comme Saint Thomas. Saint Thomas, il croit ce qu'il voit. Mais là, sur les réseaux sociaux, il faut pas le faire, ça. Parce que, vous croyez que les maisons, le machin, déjà, c'est pas la maison d'Axel, c'est la maison de ses parents. Tu vois, donc l'autre, il a rien, il habite encore chez ses parents, il a 20 ans, il sait faire que des whips. Moi, à 22 ans, j'habitais seul, quoi. Tu vois, j'avais acheté une baraque. Tu vois. Après, ils vendent, comme ils disent les mecs sur les réseaux sociaux, ils vendent du rêve. Oui, ça vend du rêve, mais ils vendent, c'est du vent. C'est vent, V-E-N-T, pas D. Tu vois, c'est du vent. Il n'y a que du vent, là. Oui, ça fait des belles vidéos, ça fait des whips, ils sont contents, ils font un peu des démos, ils prennent un petit chèque en faisant des démos. Mais sans déconner, vous la voulez pas, la vie comme ça. Vous croyez que c'est bien, mais en fait, c'est nul, à chier complet. Ouais, c'est éphémère, quoi. C'est cool. Mais bien sûr, des mecs comme ça, on les a vu passer des millions de fois. C'est bon, des turn-up, c'est bon, j'en ai assez vu. Tu en fais 3 de turn-up, Hansen et Hodges. C'est bon. Les turn-up, les turn-down, on a compris. C'est bon, tu sais le faire, on a compris. Pas besoin que tu le fasses en bleu, en vert, en jaune, en yellow, à la montagne, à la neige. C'est bon, tu peux faire un turn-up, bravo. C'est bon, c'est bien. À un moment donné, tournez la page, les gars. C'est bon. Bon, on a pas mal de questions. Je sais pas si tu vas pouvoir nous répondre parce que tu l'as dit tout à l'heure, t'es pas trop en Europe. Beaucoup de questions sur Zach Pichon. Est-ce que tu penses qu'il peut y arriver? Aucune idée. Aucune idée. Je l'ai jamais vu rouler. Je connais le grand-père, le père, ils sont quand même intenses, tu vois. Donc je pense qu'il est quand même bien entouré, très bien entouré. Et Mika, expérience de folie, est un des meilleurs Français, meilleur crossman français. Donc je pense qu'il est quand même bien entouré. Après, son potentiel, je ne l'ai jamais vu rouler. J'ai vu peut-être une vidéo de 10 secondes, quoi. Je ne sais pas du tout. Là, j'ai une question à laquelle tu vas pouvoir répondre. C'est Florian qui nous demande si tu penses que Roxen peut encore gagner un championnat MX ou SX. C'est compliqué. Ça va être compliqué, je pense. Il va falloir, il communique de plus en plus en disant qu'il a deux demi-bras, tu vois. Ouais. Donc, est-ce qu'il va avoir 2-3 quarts de bras ou il va rester, tu vois, parce que 2 demi-bras, chez moi, ça fait 1 bras, tu vois. Donc, gagner un championnat avec 1 bras, ça va être difficile quand même. Mais on voit qu'il est pas loin, mais on voit qu'il a un peu de mal. On voit ça vient pas de lui. C'est quelque chose extérieur, quoi. Est-ce qu'il va reprendre du poil de la bête et qu'il va reprendre est-ce que ses bras peuvent progresser? Ça, j'en ai aucune idée. Mais bon, ça commence à faire un moment déjà, donc je sais pas trop. Il y a 2 autres questions qui reviennent souvent là sur le live depuis tout à l'heure. Tu vas pouvoir y répondre très rapidement. Que devient James Stewart? Stewart, il est papa, il est en Floride, tranquille. J'espère qu'il n'a pas trop dépensé de sous. J'espère qu'il n'a pas besoin d'aller bosser. Et que voilà, il profite de la vie maintenant. Laissez-le tranquille, putain, il nous a fait rêver. De toute façon, vous voulez quoi? Sincèrement, il va revenir, c'est sûr, il va revenir. Il va revenir. Il a quoi? Il doit avoir 30 et quelques balais maintenant, non? 32 ans. 32, ouais. Ouais, 32 ans, les gars. Moi, 32 ans, j'ai pris ma retraite à 31 ans et 11 mois. Vous vous rendez compte? Par contre, j'ai l'impression que j'ai roulé 2-3 ans de trop. Donc, laissez-le tranquille, putain. Il nous a fait rêver avec la 35, avec la 2,5, la 4,5. C'est bon, laissez-le tranquille, putain. Toi, tu l'as fait différemment quand même. Tu es venu en France dire au revoir aux fans. Lui, il est parti. Voilà, il n'a pas dit au revoir, quoi. Ouais, mais ça, on s'en fout. Il faut vraiment annoncer la retraite. On a compris qu'il a pris sa retraite. Il n'y a pas besoin. Vous voulez un dessin, tu verrais les questions là, sur le live. Il y en a qui n'ont pas compris. Ils ont espoir encore. Non, mais moi, j'ai pas annoncé non plus. Hein. Ça sert à quoi? T'arrêtes, tu signes pas de contrat, tu restes chez toi. Voilà, t'es en retraite. Je veux dire, vous voulez quoi? Faire une séance à Anaheim avec des feux d'artifice, c'est la fin. Moi, j'aurais bien fait pour Stewart quand même mettre un enchaînement 4-4 série de hoops avec un 125 AX pour dire au revoir, ça aurait été beau, ça.
Ouais, évidemment, il nous a fait rêver. Les gars, allez sur YouTube, allez voir des vidéos là, de début des années 2000. Et c'est bon, arrêtez de vouloir le voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous croyez qu'il va battre Tomac? Vous pensez qu'à 32 ans, il va faire des scrubs avec le pied qui touche par terre, comme avec la 75 KO en 2003? Non, non, il faut vivre avec son temps, les gars. Tu vois, Zidane, il pourrait pas être joué à la Coupe du Monde là. Tu vois, et c'est fini. Tu vois, c'est fini. Donc laissez les gens faire ce qu'ils veulent et puis arrêtez de toujours vouloir demander qu'il annonce sa retraite. Mais on a compris. Ça fait 2 ans qu'il roule plus. Il a plus de moto, il a rien. Il a pris 15 kilos. Tu vois qu'il va revenir à NM et qu'il va gagner. Alors les gars, revenez sur terre à un moment donné. Hein. Et justement, si on arrête de te parler des retraités et qu'on te parle un peu des jeunes pilotes, tu penses quoi, toi, de la relève américaine, les Cooper, Sexton, voilà, tous les jeunes qui montent, qui arrivent et qui commencent à scorer quand même des résultats. Il allait dire Marchbanks, mais il y est pareil. Ouais, voilà, j'allais te laisser le dire. Marchbanks, pourquoi? J'ai du mal avec ce nom. À chaque fois, je m'embrouille. Tu le dyslexie là qui ressort. Eh ben, c'est Mars et Bank. C'est avec un S. Marchbanks. Marchbanks. Allez. Ouais. Ben, je trouve que Marchbanks, il ressemble à Wilson quand il est arrivé chez PC, beaucoup. Quand il avait le 108, là. Le style de pilotage, longiligne, un peu dos droit. Après, potentiellement, je trouve que ça a quand même pas mal de lacunes pour l'instant. Après, il va falloir qu'il progresse, voir s'il progresse. J'aime bien Sexton, moi. Je trouve que j'ai passé du temps avec lui. Je trouve qu'il est quand même assez sérieux. Je trouve qu'il est peut-être un peu un peu gentil, pour pas dire Tendre. ouais, tendre, peut-être pas un peu, mais et ça va venir avec les années. Tendre, un peu bleu, si tu veux, c'est pas mal. Mais ça va venir avec l'âge, l'expérience. Il va prendre du poil de la bête. Mais j'aime vraiment bien Sexton. Justin Cooper, je le vois plus que les autres parce que bon, c'est le teammate. C'est le teammate de Dylan. Vitesse de fou, c'est un mec qui met quand même vraiment du gros gaz. Mais là aussi, comme on en parlait en début d'émission, je pense que c'est un peu trop bourrin et à cet âge-là, il faut travailler la technique et il n'y a aucun travail technique sur ces jeunes, j'ai l'impression. Ils se font de la caisse, ils font des manches, ils roulent, mais ça manque un peu, techniquement, ça manque. À un six, ça manquait. D'ailleurs, il s'est fait mal. Sur le terrain, il y a des jours, il roulait super bien, top. Et il y a des jours où c'était pas super bien, ça manquait de constance. Mais c'est jeune, hein, c'est rookie, c'était sa première saison SX. Je pense que il y a du potentiel, mais il faut pas oublier au lieu de faire des tours, des fois, de faire un peu de technique, quoi. Ouais, d'apprendre. Bon, ça fait presque 1h30 qu'on est ensemble, les gars. On va poser la question un peu plus. Bon, on va poser la question du jour pour laisser tranquille David quand même. Je sais pas, tu vas voir Dylan après ou pas? Il y a une question du jour, là? Ah, bah, bien sûr, toujours. David, tu suis pas nos lives, c'est pas bien ça. Je suis pas sur la fin, en tout cas. Vous pensez vraiment que je vais passer 1 heure à regarder réflexion, bien sûr. Écoutez vos invités. Je veux dire, j'ai regardé celui de Jackie, 10 minutes, le début, tu vois. Parce que bon, Jackie. Pourtant, ça parlait de toi. Une historique longtemps. J'espère qu'il a dit des choses de bien. Mais j'ai pas écouté. J'ai écouté que 10 minutes. Et le problème, c'est que c'est pas pour paraître prétentieux. Mais je m'en bats les couilles des avis des autres sur la moto, si tu veux. Je suis pas un fan, moi. J'ai ma propre, j'ai ma ligne de conduite, j'ai ma vision. Je m'en branle de ce que racontent les autres, quoi, sur la moto. Je m'en fous. J'ai vu que je l'aime bien, Adrien Lopez. Mais qu'est-ce que tu veux que je m'en balèque en fait de ce qu'il dit sur la moto? Tu vois, j'ai aucun intérêt de voir ce qu'il a à dire. Tu vois, c'est pas pour être prétentieux, c'est juste. Oh, t'as ta propre opinion, et puis comme tu disais, t'es pas forcément non plus. En plus, au début, tu disais que t'aimais pas la moto. Déjà, t'as commencé par ça. Ouais, j'étais pas super fan, mais là, je l'aime parce que je suis dedans, je suis fan, je connais, je suis intéressé. Mais si tu veux, tu vois, quand je suis fan d'autres sports, de baseball, de machin, je regarde des shows de baseball avec des anciens pilotes et j'écoute les avis de tout le monde. Et tu vois,
un peu genre l'équipe du soir, tu vois, les versions US. Donc moi je suis fan de baseball, j'adore ça, le basket, machin. Là j'aime bien, tu vois. Après tu prends des mecs, des anciens mecs qui étaient bons en basket, je vais pas me comparer à Jordan, mais des seconds couteaux et ils s'en foutent d'écouter l'équipe du soir, si tu veux. C'est comme tu prends, je sais pas moi, Emmanuel Petit, il va pas regarder l'équipe du soir le soir. Il s'en fout royalement, quoi. Donc c'est un peu moins le truc. On me dit mais tu regardes pas et tout machin. Après comme Jackie, je voulais voir un peu ce qu'il disait tout ça. 5 minutes. Mais après c'est dur bien sûr, de rester coué 1 heure à écouter un mec parler de moto. Tu vois, on me demande le big, tu vois, parce que bon, on va parler de le big, évidemment, je fais des trucs pour lui. Après, il me demande, t'as écouté le podcast à Carvela et tout? Et je m'en branle royalement. Je dis non, je vais pas passer 1 heure à écouter ça, je suis pas fan, j'ai pas besoin de son avis, si tu veux, pour avancer. Donc, c'est ça que les gens ne comprennent pas, et après, ils me disent, putain, mais t'es prétentieux. Non, je jure, je m'en fous de leur avis, tout simplement. Bon, allez, on va dire que tu t'en fous pas de notre question du jour. Et en plus, elle est présentée par CBO, ça c'est pareil, je suis sûr que tu t'en fous pas. Et c'est quoi CBO là? CBO, c'est pas un hamburger que tu as pu connaître à l'époque en France à McDonald's. Non, c'est un concessionnaire qui est à Agen, Toulouse, qui est pas très loin de chez nous, qui grossit énormément en France, qui aide pas mal de monde. Il mange trop, donc il grossit. Exactement. Ça. C'est un peu ça. Non, voilà, qui sponsorise le show, on n'a pas peur de le dire, et c'est super, on évolue ensemble, donc c'est cool. Et moi, il m'envoie un chèque aussi ou non? Si tu veux, je sais pas. Il faut le négocier. J'envoie un RIB, sinon je t'envoie mon Venmo, mon PayPal, un RIB, tu veux quoi? Je prends tous les paiements, moi. À part la carte de crédit. Je prends pas la carte. On va négocier ça. Je suis sûr que, du coup, on va avoir Adrien Lopez qui va nous rappeler parce qu'il va me dire qu'il n'a pas été payé maintenant. Ah ouais? Envoyez les palos, là. Comme ça, là. Bon, le seul truc que je peux envoyer, et ça vaut de l'or, c'est la question du jour. Ça que Blaise, lui, par contre, il attendait, il frétille. CBO. Exactement. Par CBO. Bon, David, toi, tu le sais. Non, moi, je veux un beau t-shirt CBO jaune, là, comme ça, là. Je suis sûr que ça, on peut te le dégoter. Ah là là, vraiment. Ah, en plus, ils sont husky. Ah, ils vendent des tronçonneuses. Hein? Il y a un peu de bleu. Toi qui es fan de bleu, David, il y a un peu de bleu dessus. Ah, mon t-shirt, moi. Pas beau? Là, oui. Là, c'est la classe. Ça, c'est parce que tu as la carte verte. Toi. Nous, on peut pas mettre ça. Bon, allez, envoie ta question, là. Tu m'as Allez. Comment revenir putain, maintenant, tu m'as tout gâché là. Comment revenir au mieux, au meilleur niveau après une blessure, comme a pu le faire Dylan Ferrandis? Je pense que tu l'as pas mal aidé, et que ce soit physique, technique ou même mise au point de la moto, vous avez quand même pas mal attendu avant de revenir sur des courses. Selon toi, si tu devais donner un conseil, alors toujours pareil, nous on s'adapte plus au public niveau ligue ou débutant. Qu'est-ce que tu aurais à dire à des gars comme ça? Déjà, pas besoin de reprendre trop tôt. Déjà suivre, de ne pas aller voir des marabouts en bois à dire au bout de 2 semaines c'est bon, on roulait. Non, aller voir les docteurs, avoir plusieurs avis déjà pour la reprise. Et après, pendant que tu es blessé, tu peux faire du sport, tu peux faire de l'endurance sur un vélo d'appartement. Il faut reprendre du début, quoi. Tu vois, faire une petite. Faut comprendre qu'il faut faire de l'endurance au début, de la résistance, après l'intervalle, et surtout reprendre la moto quand tu es prêt, d'accord? Quand tu es rétabli. Après, renforcement musculaire, il a fallu le faire, il a fallu attendre. Tu vois, pour Dylan, c'était un peu compliqué parce qu'on travaillait qu'un bras, l'autre, renforcement musculaire parce que tu perds un muscle, et revenir en course en étant au moins à 90%, quoi, tu vois, comme on a fait. Pour ça, j'ai dit, moi, avec Dylan, il voulait rouler à Glen Helen, à machin, essayer à High Point. J'ai dit, mais oublie, là, c'est non, c'est catégorique. Et tu vois, il a loupé 3 courses, ou 4 ou 5 semaines, 3 courses, 4 semaines, 4 week-ends. J'ai dit, voilà, il y a un week-end off, reprend après, et ça va être un peu just. Bon, il est revenu la première, ça a été, parce que bon, il avait quand même une base et qu'il a bien bossé. Mais ouais, il faut prendre son temps, tout simplement. Il ne faut pas revenir trop tôt pour ne pas se reblesser. Et puis, il faut revenir en course quand tu es prêt physiquement,
Et j'ai dit à Dylan, si tu fais pas 2 fois 35 à bloc, à la course, tu vas pas, tu restes à la maison. En plus, tu rajoutes la pression de la course, la chaleur, les terrains éprouvants, parce que c'est plus éprouvant en course qu'en entraînement, en théorie. Oui, t'as beau dire, c'est pas l'adrénaline qui va te sauver tout ça, quoi. Ouais, non, je veux dire, après, les mecs, ça peut être un autre sujet d'une heure et demie. Le mec dit, mais avec le mental, mais non, si t'as rien dans le sac, t'as rien dans le sac. Tu vois, le mental, le moral, les couilles, à un moment donné, non. Si t'as rien dans le sac, t'as rien dans le sac. Et qu'il faut revenir prêt à 100% et s'entraîner, faire conditions de course. Si je sais pas moi, si vous faites des manches de combien par chez vous en ligue ou quoi, des manches de 20 quoi à peu près. 20, voilà. 22, ouais. Eh ben, si tu vas pas à l'entraînement quand tu as une blessure, que tu es un pilote de ligue, si tu n'arrives pas à faire 2 essais, un warm-up, un essai chrono et 2 manches de 20 à bloc, même au niveau ligue, si tu n'arrives pas à faire ça à bloc et que tu as pas mal au bras et que tu n'as pas la langue dans la chaîne au bout de 10 minutes, oui, tu peux aller à la course, mais c'est pas la peine d'y aller si t'es mort, parce que t'es mort, tu tiens plus la moto, c'est un sport dangereux, tu peux trop faire mal, enfin, etc. Et c'est pour ça qu'avec Dylan, on a attendu plus tard. Et je reste sur ma position, c'était le bon moment de revenir parce qu'il a fait un podium de manche et il gagne une manche là, le week-end d'après. Et je reste sur ma position en disant que s'il était revenu 2 courses avant ou s'il avait voulu essayer de rouler à la première pour sauver des points, il n'aurait pas gagné à Southwick et il n'aurait pas gagné une manche à Muddy Creek. Et ça, je suis certain, sûr et certain. Ouais, parce que là, il y a beaucoup de monde qui te saute dessus, David, sur le live et qui nous disent ah, mais attends, Erlings, il a repris au bout de 2 ou 3 semaines. C'était non, mais les peut-être gars, un peu différent. C'est pas la même blessure. Mais les gars, il faut arrêter de se signaler tous là, sur Facebook et tout. Ça a été fait il y a 20 ans, ça. Tu prends James, il a fait un Grand Prix 125, il s'est pété la clavicule, ils l'ont opéré. Oh, mais c'est une clavicule. Vous savez que la clavicule, vous l'enlevez, tu la prends, la clavicule, tu l'enlèves, tu la mets à la poubelle et tu vis. Elle sert à rien. C'est l'os qui sert le plus à rien, tu vois. Ou ton nez, peut-être, mais l'os qui sert le moins à rien. Tu vois, il faut arrêter. Ça a été fait. C'est pas un surhomme. Putain, les gars. Il y a des mecs qui en vitesse, bon, c'est pas du cross, peut-être le tibia, il roule le lendemain. Les mecs, il y a des mecs qui ont des couilles et qui sont durs au mal, mais il faut arrêter avec Erling. Ça a été fait il y a des années, ça. Même Nagel l'avait fait il y a quelques années aussi en GP. Voilà, James Dobb, voilà, il roulait, il a été champion. Ça doit être 2001, peut-être 2001, dans ces années 99, un truc comme ça. Par là, il s'est pété. C'est putain la clavicule, le week-end après, il roulait au Grand Prix. Mais c'est rien, ça a une plaque, 3 vis, allez, en voiture Simone. Ça y est, vous me l'avez énervé tout ça. Et puis, attends, je vais te réchauffer parce qu'il y a Julien Houdan qui est chaud là. Il te dit, si tu peux reprendre un peu plus tôt si tu as le talent. Ouais. Et il sait très bien que moi, le talent, je n'y crois pas du tout. C'est un truc encore, c'est un autre sujet. Mais l'histoire d'Erling, c'est bien, mais parce qu'en fait, c'est les réseaux sociaux. Tu vois, ça n'existait pas il y a 15-20 ans. Donc, il y a des mecs qui ont roulé avec les os qui sortaient des bras, qui ont fini des manches. On a vu, je ne sais plus qui, là, qui avait le tibia, fracture ouverte du tibia. Le mec, il a fini la manche, je ne sais plus qui c'était, là. Donc, les gars, ce n'est pas des surhumains. Il y a des mecs qui sont plus durs et moins durs au mal, c'est certain. Mais une clavicule avec une plaque qui roulait le week-end d'après, certes, il a gagné. Bravo, c'est bien, c'est top, il a des couilles, oui, mais c'est pas un alien, hein, les gars. Ça a déjà été fait, hein, tout simplement. Bon, merci David pour tout ça, c'était vraiment cool. Et je pense que là, on a plein d'abonnés qui vont partir regarder Plus belle la vie, on va perdre tout le monde, donc du coup, on va être obligé de te laisser. Qu'est-ce que ça passe où votre truc là? Alors, sur YouTube, t'as pas écouté un début de live. Ah, ça sert à quoi que je parle, David? Ça sert à quoi qu'on dise des choses? On voit que tu t'es chauffé petit à petit. Moi, j'écoute que les trucs qui m'intéressent. C'est sur YouTube, c'est ça? Ouais, YouTube, et ça restera sur Facebook un petit moment. Et voilà. Non, mais tu vois, je tenais à souligner quand même, pour ceux qui disent que t'es prétentieux, que t'as la grosse tête, tout ça, nous, tu nous as répondu de suite, ça a été du tac au tac, on a mis un peu de temps à mettre en place ce live, parce que voilà, il y avait le décalage horaire, était très occupé aux US.
Mais voilà, même si tu t'en branles d'écouter Yannick Kervella sur le Big, tu as été là pour nous, pour les abonnés, c'est vraiment cool et on te remercie. Pas de souci les gars, bon courage pour votre site ou votre page Facebook. Et puis c'est cool d'avoir des jeunes, enfin vous êtes plus jeunes que moi, donc des jeunes qui essayent de faire un truc dans la moto, c'est sympa. On voulait monter un team, mais bon, tu nous as arrêté de suite. Ouais, le team on oublie maintenant. Oublie les gars, là. Oubliez. À moins que si vous gagnez au loto et que vous voulez jeter des sous par les fenêtres, faites-le, pas de souci. Mais avec les sous des autres, quoi. C'est mieux. Bon, mais ça marche. Merci beaucoup, David. Et à la semaine prochaine, certainement, pour un prochain live. Ça roule. Merci. Ça marche. À Ciao plus, les gars. Allez, merci. Salut.